Bonjour tout le monde, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour cette nouvelle revue de presse. Maintenant j'ai décidé que dans les titres j'allais mettre le sujet avant de mettre grosse revue de presse. Et il y a quelqu'un dans le chat qui me faisait remarquer juste avant, tiens, tu fais plus de bourdin malin. Et c'est vrai en plus. C'est vrai, juste j'ai oublié les bourdins malins, genre j'y pense pas en fait. J'y pense pas, j'étais déçu les dernières fois. On peut regarder, hein, voir si on peut improviser un bourdin malin. Donc l'idée c'est quand même que ce soit, dans l'idéal, celui du matin. Hein, l'émission de Bourdin du matin. Parce que sinon, si c'est il y a 3 jours et tout, ça rend le jeu beaucoup plus compliqué. Donc attends, je vais regarder sur BFM TV ce que c'était le truc là. BFM TV, mais Bourdin ce matin, c'était quoi? C'est Olivier Faure? Oh non. Olivier Faure. Ah, ça peut être intéressant, mais vous vous rappelez comment on en avait chié avec Hidalgo, là, comment c'était nul? Et là, du coup, Olivier Faure, ça va être aussi nul qu'Hidalgo, quoi. Ça va vraiment être bien nul. Alors, je vais remercier les gens qui ont sub entre-temps. Sinon, programme de la soirée, normalement, là, on est en revue de presse. Je vous ai mis, évidemment, quelques articles de côté, comme d'habitude. Jusqu'à, je sais pas, 19h, un truc comme ça. On va faire un 17-19, un truc comme ça. Oh putain, j'ai envie d'éternuer. Merci. À vos souhaits, évidemment. À vos amours. Non, Olivier Faure, c'est chiant, hein, on est d'accord. On a fait Ségolène Royal, on a fait... merde, c'est Anne Hidalgo. Enfin, en général, PS, c'est méga chiant, quoi. Ah, ça, c'est pas bien mis, voilà. Oh, le beau train de la hype. Ah ouais, le train de la hype. Eh ben, on est niveau 5, bah c'est bien. Je sais pas. En tout cas, je vais remercier les gens. Tellement plat, Olivier Faure. Il y en a qui l'ont vu déjà, le Bourdin avec Olivier Faure. Personne ne regarde ça, en vrai. Personne ne regarde ça. Je pensais que tu allais le faire, mais c'est quand même pas ouf, hein. C'est fort chiant, oui, comme dit Coriac. T'as dit méga chaud ou méga chiant? Moi, je trouve ça méga chiant, moi. Non, personne n'a regardé ce truc-là, on est d'accord. Ouais. Le concept du bourdin malin, c'est qu'on lance Bourdin, mais en fait, on fait une pause à toutes les minutes pour essayer de deviner soit ce que l'invité va dire, soit quelle va être la prochaine question de Bourdin. Donc, c'est nous qu'il faut qu'on soit malin, vous voyez? Et c'est pour montrer, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on dirait si on était un gros nul du PS, par exemple. Qu'est-ce qu'ils disent, les gros nuls du PS? C'est pour s'exercer un petit peu à les voir venir, tout simplement. Et aussi, on critique aussi Bourdin et ses questions de merde. Mais des fois, il y a aussi des bonnes questions, donc on est là, oh, pas mal Bourdin, celle-là, j'aurais pas... Voilà, tu vois. Bon, voilà, c'est ça un Bourdin malin. En gros, c'est interactif et c'est rigolo. Mais sur Olivier Faure... Je suis pas convaincu par Olivier Faure, moi. Donc alors, je vais remercier les gens qui ont souscrit à la chaîne. Je sais pas si on se dit souscrit. Il y a donc là maintenant là, depuis que j'ai lancé le stream. Alors bah déjà il y a 20h, il y avait Dabambar, merci Dabambar. Et sinon, Soldat Clone, salut Usul et le chat. Anxi Zebra, merci à toi qui dit bonjour. Merci Tandori69, merci Alex in Portugal, il y a 9 minutes. Merci Stilgarna, cher monsieur Usul, continuez. Bah écoute, tu vois, bah regarde, on est en train de continuer. Merci Babylon 199, merci Diom FGC, merci Melreus, merci Macno Nestor, merci H311 EXE qui dit coucou la gauche. Héraclio, pas Héraclito. Mais il y a 3 minutes, merci. Merci Tonio Pouki. L'intersectionnalité sur le genre humain, oui, alors c'est que c'est pas un problème politique, mais si tu veux. Merci Jean Fluflu qui dit bonjour la gauche. Merci How Much Size, il y a 3 minutes. Merci Castagnère, qui n'est pas qu'une grosse merde lui, parce qu'il a sub. Merci Coucou qui dit. Merci Troul qui dit bonjour les gauchistes. Les gauchistes, merci. Fédération Elise qui dit salut la compagnie, merci à toi, merci donc Corbalt, merci Chure, merci Nono le Gaucho, les Français veulent le dernier 36 cringe, sinon super boulot, oui c'est vrai, faudrait que je demande à Dorian, merci Narowal, merci Shedin18, je resub, continue ton super taf, bon c'est bien, je t'ai fidélisé, ça c'est important, faut fidéliser les nouveaux clients, merci Piotrou, qui dit...
aller la gauche. Très bien. On va avoir besoin d'encouragement, hein, c'est vrai. Merci Manfin69 qui dit salut à tous. Un sujet qui me brancherait grave, me dit Witou75 qui a sub, ce serait le tournant de 84. Inévitable, évitable, pourquoi, le comment, etc. Il y aurait moyen d'envisager ça, un de ces quatre. Il y a un vieux live de la base si j'y suis qui existe sur les années 80. Alors je crois qu'il y a, avec les gens du monde Diplo, je crois qu'il y a Alimi dedans, il y a Lordon, machin, et ils reviennent sur les années 80, c'est très intéressant, tu devrais écouter ça, il faudra encore que je retrouve le truc. Je vais regarder si je le retrouve pour toi. Juste pour toi, parce que je t'aime bien. Voilà. Putain, ouais. Années 80. Là-bas. Si, j'y suis. Ça existe ce truc, je vous jure, ça existe. Ça existe sur YouTube même. Juan Branco. Pourquoi Juan Branco? J'ai pas tapé Juan Branco, moi. Je veux années 80. Ah merde, je trouve pas. Vous savez, vous? C'est des vieux là-bas. Ah, j'ai trouvé. J'ai trouvé, voilà. J'ai trouvé la partie 1 sur 2. Donc voilà, la décennie 80 avec QC, Lordon et Alimi. Et c'est en 2 parties, 2 fois 1 heure. Je vous partage ça dans le chat. En tout cas, je vous partage la partie 1. Après, vous êtes grand, vous saurez trouver la partie 2 normalement. Puisque vous demandiez des ressources sur les années 80. En voilà, par exemple. C'est dans le chat. Alors, j'ai raté quelque chose entre-temps, peut-être un sub. Oui, mais alors il a un nom imprononçable, donc ça va être compliqué. KJGRNG Gwedeg, voilà, je sais que c'est toi. Merci Duo Lupo qui dit yep, yep. J'imagine que c'est pour dire yep. Et il manque encore quelqu'un. Il manque Jet Streaming qui dit je suis un peu blasé du bordel à la FI, j'y ai tant cru aux dernières présidentielles. C'est le bordel à la FI, qu'est-ce qui se passe encore? Merci Enrigo Laude. Merci Xilendo pour ton 7ème mois et merci Eruobo. Eruonob Nil pour ton 5ème mois. C'est le bordel à la FI, qu'est-ce qui s'est passé? Le lien sur le site de la base si j'y suis pour les podcasts sur... Merci Vince Dark. Il s'est rien passé de précis ici. Renaud Pixelu qui dit Jules viens lire notre webzine satirique Mazette, je t'offre un abonnement sur Mazette Media, merci pour ton boulot. Eh ben merci Renaud Pixelu. Et Monsieur de la Fox, des bisous, merci Mr. Fox. Entre la FI et les communistes, ah oui, ah bon, pourquoi? Parce que les communistes ils veulent faire leur candidature tout seuls, ils ont demandé à personne, c'est ça? Ils veulent pas demander? Merci Cucide qui dit coucou, coucou Cucide. Hello tout le monde. C'est bien Mazette, abonnez-vous qu'on me dit. Ruffin casse-couille qui fait tout pour qu'on vote pas pour eux. T'as déjà entendu parler de l'hégémonie? Oui, j'ai déjà entendu parler de l'hégémonie du Grand Capital. Ouais. Bon, et bah très bien, on va peut-être commencer. Alors, c'est pas au programme de parler de Ruffin. C'est pas au programme. Le programme, du coup, c'est quoi? Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là, je suis sur la... Voilà, là, je suis sur, évidemment... la chaîne de BFM, donc on met ça de côté si jamais vraiment on se fait chier, si vraiment on a envie d'écouter Olivier Faure et qu'on n'y tient plus parce que vraiment le suspense est trop grand de savoir ce qu'Olivier Faure a à nous proposer, on ira voir. En attendant, diviser la gauche risque de disparaître à la prochaine présidentielle. Yannick Jadot, Ségolène Royal, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, la multiplication des intentions de candidature inquiète les partisans d'une alliance pour l'élection de 2022. Un petit point sur le bordel à gauche par Sylvia Zappi qui suit ces affaires-là de près pour Le Monde. Voilà, c'est en tout cas le premier article que je vous propose, parce que je vous rappelle le principe, évidemment, je vais vous proposer 4 articles et vous allez voter. Je vais lire obligatoirement le premier, le deuxième, on va en parler, machin. Il est probable parfois que le troisième, en tout cas le quatrième, c'est relativement sûr, passe à la trappe. Donc voilà, votez pour les articles que vous avez envie de voir, sinon il y en a qui seront éliminés et dont on ne parlera pas. En tout cas, je vous ai proposé moi 4 trucs qui m'intéressent, c'est toujours ça l'idée. Merci Wam837. Donc on commence par un petit point, enfin on verra par quoi on commence, mais je vous propose pour commencer un petit point sur les élections présidentielles 2022. Voilà, hein, voir où ils en sont un petit peu à se prendre la gueule entre eux, c'est quoi les... Parce que moi je vois pas trop la grosse différence entre Yannick Jadot, Ségolène Royal et Anne Hidalgo niveau quel peut être potentiellement leur électorat, je vois pas trop de différence.
On n'a pas encore voté, on n'a pas encore voté. Non, non, non. Sans parler de Montebourg, le PCF, Poutou. Ouais, mais pour eux, ça n'existe pas. Hein. Pour eux, c'est Jadot, Royal, Hidalgo. Pour Sylvia Zappi, en tout cas, pour cet article. Un petit point sur le Covid, parce qu'après tout, bah oui, il y a du suspense, il se passe des nouveaux trucs. Cet article est sorti aujourd'hui, c'est la spécialiste santé de Mediapart, Caroline Coq-Codorge. Avec le variant anglais, une autre épidémie commence. Je rappelle, merci The XOIM, qui me dit rien, qui est juste sub, merci. Je rappelle que, bah du coup, ça veut dire quoi, spécialiste santé? Ça veut dire quelqu'un qui a toute l'année de l'ARS au téléphone, des médecins au téléphone, qui est en contact avec plusieurs services hospitaliers, avec des équipes de soignants aussi, avec des infirmiers, des infirmières, des aides-soignants, des aides-soignantes, qui donc a le meilleur réseau pour prendre le pouls de ce qui est en train de se passer, de ce qui va se passer. Plus contagieux, le nouveau variant anglais VOC se diffuse d'une manière incontrôlable sur les îles britanniques. En France, sa présence est encore sous-estimée. Une nouvelle phase de l'épidémie s'ouvre, plus périlleuse encore. Donc voilà, bilan et perspective sur le variant anglais. Merci Kumwat42, tout simplement brillant le dernier OLG. Reste toi-même malgré le succès, vraiment. Le succès, j'ai pas plus de succès cette année que d'habitude. Je crois pas qu'il y ait un énorme succès. Merci Gross Host 2000 pour ton abonnement de niveau 1. Merci Kerberos 946 d'avoir fait de même. Et merci aussi Michel Thérèse pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci aussi à Chaperchet, Jean Seusul. Voilà, c'est tout, je t'aime. Oh bah c'est gentil ça. Jadot, Hamon, même électorat. Pas exactement, non, pas exactement. Il y a des jeunes qui seraient prêts à voter Hamon en pensant que vraiment c'est ouf, il y a revenu de base, et en plus il est pas trop raciste et tout. Et il serait peut-être pas prêt pour voter pour Jadot. Prêt à voter pour Jadot. Hier, je vous rappelle, on a vu dans la revue de presse, on a lu l'enquête de Libé sur l'Institut Montaigne. On a vu qu'il était bien reçu aussi par ces gens-là, des gens comme Jadot, Hidalgo, Royal, elle était pas citée, mais merci Birub pour ton abonnement de niveau 1. On a vu que voilà, la gauche bourgeoise se caractérisait aussi par une certaine proximité, enfin on va dire sympathie avec le milieu des affaires, etc. Et Yannick Jadot ne déroge pas à la règle, puisque lui aussi est très bien vu à l'Institut Montaigne. Il est vu comme quelqu'un de raisonnable qui saura servir les profits, enfin servir les intérêts des grandes entreprises. Donc peut-être qu'il y a des jeunes qui, des gens qui voudraient voter à gauche, tu vois, même s'ils n'ont pas envie de voter Mélenchon. Il y a un juste milieu entre vraiment la gauche méga bourgeoise et les trucs populistes de gauche de Mélenchon. Pour eux, ce serait éventuellement du Hamon, tu vois. Pour moi, il y a une petite nuance. Merci Guyuhu. Merci le culturé mes journées de télétravail à Montréal. Putain, ça doit te faire chier parce que j'espère que t'es français parce qu'on parle quand même beaucoup de notre petit pays et de ce qui s'y passe. Merci pour ton travail usuel, me dit Estelle ML. Merci pour le soutien. J'aime pas trop Mélenchon, je préfère des gens comme Hamon et Ruffin. Quoi? Ah bon? C'est bizarre de pas aimer Mélenchon, mais d'aimer Ruffin. Si, bon, il doit y en avoir, il y a de tout. Sur Mediapart aujourd'hui, j'ai l'entretien avec Puigdemont, qui est super intéressant. Ah ouais, je l'ai pas lu, l'entretien avec Puigdemont. Donc Puigdemont, c'est l'indépendantiste catalan. Donc je sais pas de quoi il parle, Julien. Pourquoi c'est intéressant l'entretien avec Puigdemont? C'est qui? Hamon. C'est un gars qui a fait 6% la dernière fois, je crois. Mais Luche, on l'a perdu sur le nucléaire. Ah bon? Pourquoi il dit quoi ça? Mais argumentez, moi je vois rien. Les mecs de droite aiment Ruffin, nous dit Ginette. En parlant de petits pays, il y en a qui connaissent les revues de presse de ce type, mais centrées sur la Belgique. Ah, il y a peut-être un marché. Peut-être qu'il faut que je fasse de temps en temps un spécial Belgique. Alors que j'y connais rien. Si, je regarderai le soir, voilà. Tu gardes le chignon à la Stigler, du coup? Il est validé. Hier, j'ai fait un vote. Il est même légitimé démocratiquement, le chignon. Bon, ça, c'était le deuxième article que je vous proposais. Je rappelle, le premier, divisé, la gauche risque de disparaître à la présidentielle. Donc, Sylvia Zappi pour Le Monde. Le deuxième, on est sur Mediapart. Bilan sur le virus. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on traverse? Qu'est-ce qu'on va traverser? Notamment avec cette histoire de variant anglais. Covid-19, pour les abonnés de Libération. La complosphère a phagocyté l'anti-vaxosphère. Ça fait beaucoup de sphères pour beaucoup de bordel. En gros, c'est un petit point sur où en est la complosphère là en ce moment avec parce que moi j'avais suivi ça pendant le confinement, j'avais regardé ça à la rentrée, on avait fait un sujet dessus sur les anti-masques.
Mais ils sont à peu près tout, hein. Là il y a le vaccin, j'imagine qu'ils doivent être à fond, mais j'ai pas regardé. Et donc comment des gens qui étaient juste anti-vax en mode moi je suis bio, il paraît que dans le vaccin il y a de l'aluminium et que ça rend les enfants autistes. Bon tu vois, à partir de là, tu imagines voilà les parents qui habitent à la campagne, je sais pas quoi, et qui ont un délire un peu bio, écolo, et ils peuvent devenir anti-vax assez facilement. Ce qui est intéressant, c'est comment ces discours-là, les gens qui vous vendent ce genre de discours-là ont réussi à les emmener jusqu'à la vraie complosphère avec Bill Gates, avec les Illuminati, les pédosatanistes. C'est quand même, alors qu'à la base, bon, tu voulais juste paquer d'aluminium pour que ça rende tes enfants autistes et t'es parti beaucoup trop loin. Donc ça, c'est un petit peu ça. Entre cyberharcèlement et désinformation, les anti-vaccins se font de plus en plus entendre sur les réseaux sociaux, mais la mouvance classique des anti-vax a laissé place à des militants beaucoup plus politisés et complotistes. Hein ? Théorie du complot. Brûlé. Hein ? Sur le bûcher. Jean-Marie. Commentaires haineux et tout. Bon, ça peut être bien. Petite plongée là-dedans. D'ailleurs, j'avais mis ça de côté aussi. J'ai vu que Thierry Casasnovas, dans la même... ça, on va pas le lire, hein. Mais il est invité au salon Prime Vert à Lyon. Il y en a qui connaissent le salon Prime Vert. Ça doit être un truc développement personnel, bio, machin, mes couilles. Le naturopathe aux 500 000 youtubeurs. Aux 500 000 youtubeurs, mais qui a écrit ce truc ? Aux 500 000 abonnés, abruti. Dominique Manviel, visé par une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui, devrait participer au rendez-vous de l'écologie fin février. De l'écologie ? Il ne viendra finalement pas pour cause d'annulation du salon. Bah tout est bien qui finit bien, qu'est-ce que vous nous fatiguez ? Ah c'est bien foutu le site du Progrès de Lyon, hein ? C'est bien, ça marche bien. Bon, du coup, je m'étais dit, je pensais qu'il y avait un article, et puis bon, ça va peut-être pas vous intéresser, c'est peut-être un peu trop local, comme dirait mon collègue. Merci professeur Bermer. Oui, parce qu'en plus la sphère complot machin Bill Gates réutilise aussi les trucs de QAnon. Hein. C'est aussi des mecs qui sont plongés là-dedans. Silvano Trotta, qui vient de la sphère... lui, il vient de la sphère... vous voyez ce qu'il c'est, Silvano Trotta ? On a lu son portrait dans Le Monde il y a pas longtemps. Merci à toi pour tes streams et les OLG. Chapoutot t'as écrit ? Non, il m'a pas écrit, je sais pas. Ah oui, c'est rapport à hier, oui. Non, pour l'instant, il a juste demandé mon mail. On en est là. Peut-être qu'on pourra l'avoir en invité. C'était ça l'info d'hier qui est tombée en live pendant que j'étais en live. Merci PRCV Gélilis qui dit Perceval. Ah, Perceval le Gaulois. Dis merci Usul. Voilà. Perceval le Gaulois. C'était ça, PRCV Gélilis. Possibilité de monter le son. Je me balade dans la rue et j'entends rien. Non, mais le son, il est suffisamment haut. Et voilà, ça suffit. Donc Trotta était parti lui de la sphère alien, ovni, machin. Il a vu que ça marchait mieux sur tout ce qui était en mélangeant avec de l'antivax. Pendant le premier confinement, il est parti à fond sur théorie du complot, le Covid n'existe pas, en fait c'est une manipulation, je sais pas quoi, il est parti dans toutes les théories. Mais là maintenant j'imagine qu'il doit être à donf sur le vaccin. Mais c'est bien hein, ces trucs où on peut passer d'une expertise à l'autre comme ça sans souci. De toute façon, la seule expertise, c'est de savoir dire « Mais renseignez-vous, regardez !» J'ai lu vite fait le début de cette étude que j'ai trouvée sur en fait un forum américain de QAnon qui dit tout à fait le contraire de ce que dit Olivier Véran. Ce qui est pas très compliqué parce qu'Olivier Véran peut dire le contraire de ce que dit Olivier Véran à 2 semaines d'intervalle. Donc bon, bref. Lol, moi aussi je suis né à Pontivy. Et maintenant, tu vis à Montréal. Très bien. Trotta, c'est celle qui est pas symétrique. Non, ça c'est Vota. Ça c'est Virginie Vota qui est pas symétrique. Trotta, le caca. Bon, je vois que le chat est en forme. Je vous félicite pas. Bon, ça en tout cas, c'était le 2e article. Merci Bearhub. Faut t'emprunter ton cerveau sur Discord quand tu auras le temps. Oulala, je sais pas moi. Je suis en train de formuler un nouveau concept sur Twitch et j'aurais besoin de tes conseils. Écoute, fais déjà le truc. Moi, je dis toujours aux gens, faites vos trucs. Faites vos trucs, regardez si ça marche ou ça marche pas besoin de passer 4 mois à élaborer un concept, faites des trucs. C'est vrai pour les vidéos, c'est vrai pour les streams, lancez-vous, essayez, si ça marche, ça marche pas, vous améliorerez et tout. De toute façon, c'est en forgeant, voilà, qu'on devient forgeron. Merci Corbeau1982 pour ton 4e mois. Merci Lazaretou qui dit bonne année monsieur Usu, je bossais dans la régie pub qui fait ses horreurs il y a 4 ans. Ah, le truc sur le progrès là, oui c'était crado. Pontivy le sang. Ah bon, il y a d'autres gens de Pontivy. Merci Ludo27, représente l'heure j'imagine. Non, j'en sais rien, ou alors il a 27 ans, mais ça va pas durer longtemps comme pseudo du coup.
Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Jules l'entrepreneur, savoir prendre des risques. Qu'est-ce que je voulais dire? Jean Castex. Ah oui, c'était rigolo hier sur la vidéo d'hier. Je démarre sur une imitation, somme toute bon enfant de Jean Castex. Et là, t'as tous les fachos qui sont là en mode glottophobie, glottophobie. C'est marrant. Comment tu veux imiter Jean Castex sans faire l'accent, bande de cons? Comment on fait? À Pontivy, c'est un running gag de la matinale d'Ost. Ah ouais. Et chez nous, on dit Pontoche, d'accord. Glottophobie? Glottophobe? Et donc le sondage. Attends, j'ai pas fini de dire les articles. Donc voilà, je vous vendais l'idée que c'est intéressant de voir comment l'antivaxosphère a fini par se faire complètement politiser, en plus par des trucs d'extrême droite et tout. Bref. Super votre OLG d'ailleurs, merci Flidis. Et dernier article. Race, racisme, les nouveaux masques de l'extrême droite par Lucie Delaporte. Et j'ai été tagué dessus parce que Mathilde Gohanec de Mediapart a dit que ça faisait bien écho au OLG d'hier. Ou même, parce que c'est quand même des sujets sur lesquels je reviens souvent. Discréditer les mouvements antiracistes en les faisant passer pour racistes ou racialistes, la dernière posture rhétorique du Rassemblement national n'est que l'avatar d'une longue euphémisation d'un racisme constitutif. C'est un article de 3 pages qui revient sur le discours du Front National et puis comment ils ont essayé d'euphémiser leur racisme originel et puis qui, mine de rien, constitue le cœur du projet politique du Front National. C'est pour ça qu'on parle d'un parti d'extrême droite. C'est-à-dire aussi, il y a l'idée que le groupe est premier, la race est première, la couleur ou la patrie ou tout ce que tu veux. Et en fait, c'est tellement une variable première chez eux que sur tous les sujets, c'est par cette variable qu'ils vont remouliner tous les sujets. Et c'est normal, c'est leur obsession, c'est leur fond de commerce, c'est leur truc. Bon. C'est quoi la différence entre raciste et racialiste? Eh ben, faudra voter pour l'article si tu veux en savoir plus. Mais racialiste, c'est parce qu'ils osent pas toujours traiter, donc les gens d'extrême droite ou de droite osent pas toujours traiter les mouvements antiracistes de racistes. Donc ils les accusent de racialisme, c'est-à-dire de racialiser le débat. Là où en fait on ne voit pas les couleurs, évidemment personne ne voit les couleurs, personne ne sait distinguer un noir d'un blanc dans la rue. Personne ne les voit vu qu'on est dans un pays universaliste. Certainement pas les flics d'ailleurs. Donc, vu qu'on voit pas les couleurs, ceux qui viennent en disant il y a peut-être un problème sur la façon dont les Noirs et les Arabes vont être traités par les flics, on leur dit oh mais vous racialisez le truc. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de race en France. Regardez, on a viré le mot de la Constitution. Ça n'existe même pas les races. C'est vous qui venez avec vos histoires de Noirs et d'Arabes là de nous racialiser le débat, alors que nous on veut pas racialiser le débat parce que nous on est universalistes. Voilà, c'est ça. Donc eux on les accuse de racialistes. On les traite de racialistes. Mais en général, c'est une insulte réservée aux antiracistes, du coup. Voilà, j'espère que c'est clair. Racialiste. Un très bon bouquin de Sarah Mazouz. Ah, je le connais pas celui-là. J'arrive toujours, c'est du lourd, jamais déçu. Bah, si t'es pas content, peut te barrer. Si ton truc était ironique, si c'était sympa, d'accord. Mais si c'était pas sympa, eh ben c'est pas très sympa. Alors... Ton micro panne à droite, normal? Ouais, mon micro il panne que dalle. Je vais en changer. C'était dans les annonces d'hier ça que je vais en changer. Alors, il est pas improbable aussi que ce soir, plus tard dans la soirée, en fait je dois bosser ce soir un truc à 20h et tout avec quelqu'un, je peux pas vous dire, c'est secret tout ça. Mais peut-être que si je suis reconnecté... je vous ferai peut-être une nuit, un truc paléopolitique, un truc à partir de 23h, je sais pas encore quoi, faut que je trouve. Peut-être la suite, mais oui, on va lire la suite de la série d'articles sur les 100 ans du congrès de Tours. Ça pourrait être bien ça, à 23h. Continuer à faire un petit peu de communisme là, du communisme actif. Ça pourrait être bien. Bon bah voilà, je pense que ce sera sûrement ça. S'il y a un truc à 23h, en tout cas ce sera ça. Enfin 22, 23h. Il va bosser avec Tatiana Ventose. Oui, ça va être compliqué. Hein. Merci Erinden SM. Salut la gauche. Merci pour ton boulot. Merci. Merci Clégan03 pour ton prime aussi. Et puis c'est tout. Je crois que j'ai rien raté d'autre. Exactement l'argument d'un récent article de Marianne sur Rocaille Diallo. Bah oui, le truc du racialisme là, évidemment. Des noirs parlent et ils parlent en tant que noirs. On leur dit mais arrêtez de parler en tant que noirs. Ici c'est la République. Il y a pas de problème. Oui, mais alors nous, les Noirs, on a des problèmes spécifiques. Mais je veux pas le savoir. C'est exactement ça. Vous êtes racialiste.
Ah bah oui, le congrès de Tours, voix de Georges Marchais. On attend le rage quit de la gauche, bah Usul. Allez, bon, il est temps de voter les enfants, il est temps de voter. Go. Alors, on commence par quoi? Parce que vous savez, ici on vote, hein. Je me dis, je parle... tiens d'ailleurs, c'est vrai que je rappelle les règles des trucs et tout, parce que exceptionnellement, vu que j'étais en bonne forme, je me suis dit, je vais faire un tweet. Alors, je sais que ça ramène des connards, tu vois. Mais, donc c'est pour ça que j'étais agressif direct avec le gars dans le chat. Donc, allez, on commence par race et racisme. C'est au RN, hein. C'est l'extrême droite en général, donc c'est pas seulement le RN, mais j'imagine que c'est en grande partie le RN. Et si c'est extrême droite, ça veut dire qu'on va dépasser sur du Marion Maréchal, sur du Valeurs Actuelles, etc. Je pense. Race et racisme. Covid. Le Covid anglais. Point sur le variant anglais. Ah, j'ai pas la... Eh ben, je vais mettre Ang. Bah non, je vais mettre UK. Je vais mettre le variant UK. Voilà, on comprend mieux à l'écrit. Ensuite, un point sur la gauche. Non, gauche présidentielle, je vais mettre gauche et candidat. Et le dernier truc, ah oui, la complosphère. Complosphère et vaccin. Voilà. Vous avez 1 minute pour voter dans le chat parce qu'on n'a pas la journée. Tiens, non, je vais mettre 2 minutes. Je vais mettre... Merde, non, je veux pas autoriser les votes supplémentaires. Je vais mettre 2 minutes parce que je vais me rouler une clope. Parce qu'avec le café, bah voilà, la clope. Allez. Vous avez 2 minutes de calme pour voter et même pour argumenter entre vous dans le chat hein, sur ce que vous préférez voir traiter aujourd'hui. C'était exagérément épique comme musique pour un petit vote quand même. C'est mais bon, admettons. Attendez, hop, on va changer un petit peu. Hop. Voilà, mettre une musique plus chill. Bref, donc les résultats, les résultats, ça te va les résultats? D'abord, la gauche et les candidats de gauche, le bordel, donc l'article de Sylvia Zappi pour Le Monde, on commence par ça. Ensuite, ce sera Race et Racisme, l'article de Lucie Delaporte pour Mediapart. Et ensuite, complosphère et vaccin, et vous n'en avez rien à foutre du variant anglais et du point sur le truc qui va vous casser encore les noix pendant 3 mois, qui va nous conduire ou pas vers un prochain confinement. Ça, vous en foutez. Vous voulez parler des élections, vous voulez parler gna. Vous en avez rien à foutre de la réalité dans nos hôpitaux. Parce qu'elle est là, la réalité dans nos hôpitaux. Elle est là, la réalité dans nos hôpitaux.
C'est ça la réalité dans nos hôpitaux. Et vous en foutez quoi. C'est dingue. Pour une fois que la gauche gagne un vote, oui, bien d'envoyer. Marre de la pandémie. Non, bah écoutez, moi je vous insulte. Tant pis, vous voulez pas savoir si c'est chaud ou pas, quoi. Si on va mourir, si on va être confiné, du coup on saura pas. Par contre, on saura tout sur Anne Hidalgo et Thierry Casasnovas, ça c'est sûr. Bon, très bien, très bien, très bien. Merci Julien PO, puis je crois que j'en ai raté aussi dans le flow, je vais regarder, je vais remonter un peu. Merci Mimi Matou, merci Dritz Diamond, il y a 6 minutes je crois, et puis c'est tout. Et puis c'est tout, le reste je l'avais. Ok, bon bah allons-y, hein. Ah, c'est Hidalgo. Non, mais c'est pas que Hidalgo, hein. C'est Jadot, Royal, Mélenchon, Hidalgo. La multiplication des intentions de candidature inquiète les partisans d'une alliance pour l'élection de 2022. Est-ce qu'il y a encore des partisans pour l'alliance d'un truc qui ressemblerait à un mélange entre Hidalgo, Ségolène Royal, et Yannick Jadot et je sais pas quoi d'autre? Merci Seigneur. Karaté quoi? Rien, le vote. Le vote, mais on n'a pas encore commencé un seul article. On est en ligne que depuis 39 minutes, et comme d'hab, oui, il y a toujours 30 minutes de lancement. Merci quoi? Merci Chinaski qui a offert un abonnement aussi à quelqu'un, on ne sait pas qui. À Amphiris, merci du coup Chinaski. Dritz Diamond qui a offert un autre abonnement, cette fois à Michoko FGC, FCG, GC. Et T-Dug qui a offert un abonnement aussi à quelqu'un, mais merci beaucoup de soutenir la chaîne. En l'occurrence, il a offert un abonnement à Justin RVB, j'imagine. Voilà. Montebourg va rafler la mise. Eh ben on va voir, hein, vous aimez bien le jeu de petits chevaux. On va raconter le jeu de petits chevaux avec cet article de Sylvia Zappi, puis au moins, peut-être que vous vous êtes dit, ah, attends, un article politique, ça veut dire qu'il va faire des imitations en imitant les voix des gens qui sont cités. Et là, c'est bien vu. Si c'est pour ça, c'est bien vu. Merci Maury Alland. Maury Alland. J'ai raté des bannes, je sais pas. Il me semble pas. Bon, on va commencer l'article. Hein. C'est un article d'analyse de Sylvia Zappi. Alors j'imagine, je vois souvent son nom dans les articles politiques. J'imagine qu'elle doit suivre la gauche pour Le Monde. Parce que vous savez, on fout des journalistes pour suivre spécifiquement des sujets spécifiques. Parce que plus tu suis un sujet longtemps, plus t'as de numéros de téléphone, plus t'as de gens à appeler, plus t'es connu en fait par les gens et tout, et plus t'as de réseau. Voilà, en gros. Et donc c'est pratique après pour faire des articles. Tu as tous les numéros de téléphone dans ton répertoire. Merci Longost. New Year's Resolution. Merci, très bonne New Year's Resolution. Resolution. Mais on fera pas de variant anglais, donc c'est mort. Analyse. L'unité est un combat à gauche, dont l'objectif semble s'éloigner faute de combattants. À moins d'1 an et demi de l'échéance présidentielle, la gauche apparaît paralysée, incapable de représenter une alternative crédible face au duo Macron-Le Pen qui s'annonce. Et normalement, je coupe la musique quand je commence à lire les articles. Donc on coupe la musique parce qu'on commence à lire les articles. Même les partisans les plus fervents d'une alliance commencent à s'inquiéter sérieusement, affirmant sentir le parfum de la défaite. Eh bah c'est bien, tiens. On n'est même pas encore lancé, qu'on sait qu'on a déjà perdu, ça s'annonce bien. Merci Askilian, salut les hommes soja, super OLG cette semaine une fois de plus, merci à toi. Donc le parfum de la défaite. Il y a à peine 6 mois, pourtant, c'était à qui clamait le plus fort son désir d'union. Le premier confinement mettant provisoirement fin au jeu des appareils, vous vous rappelez, c'était là que j'avais fait le grand retour de la gauche bourgeoise, parce qu'ils avaient fait une grande tribune commune, il y avait tout le monde sauf les insoumis là-dedans. Le premier confinement, ils étaient ensemble sur je sais plus quelle boucle Telegram ou je sais pas quoi, enfin ils avaient un chat où ils s'étaient parlé pendant le confinement parce qu'ils s'ennuyaient, donc ils avaient fait une initiative commune, je sais pas quoi, qui s'appelait je sais plus comment. C'est ça, voilà, en mai. Donc le premier confinement, mettant provisoirement fin au jeu des appareils, poussait à un foisonnement de réunions virtuelles entre partenaires et une profusion de textes prônant le rapprochement des gauches. On avait lu leurs textes en live d'ailleurs, on en avait fait une critique nourrie en live, en trouvant que c'était vraiment un robinet d'eau tiède, voire un truc pro-business quand même en fait. Donc vraiment en mode capitalisme vert, enfin il n'y avait pas grand chose quoi. Merci T-Dug de continuer à offrir des subs aux gens.
En mai, une tribune signée par près de 200 figures intellectuelles et politiques de la gauche et de l'écologie appelle à une initiative commune pour sortir de la crise. On va se remettre la petite image, là, je sais plus, c'était... Ah non, c'est pas celle-là. Si, ça c'est un article sur la tribune, mais il me semble que la tribune, elle était dans l'Obs. Voilà, la France Insoumise ne s'est pas jointe à l'initiative, défendue par un large panel... C'était dans l'Obs, hein, c'est ça, c'est le truc dans l'Obs, c'est ça, dans l'Obs. Plusieurs sites, dont l'Obs. Bon. Très bien, moi j'avais mis l'Obs dans mon truc. Donc si vous voulez en savoir plus, il y a le OLG qui s'appelle Le Grand Retour de la Gauche Bourgeoise, où on revient sur cette tribune à l'époque, qui appelait donc à une initiative commune pour sortir de la crise. Fin août, Europe Écologie Les Verts, comme le Parti Socialiste, rivalisent d'amabilité, en s'invitant notamment à leurs universités d'été respectives. Olivier Faure, le numéro 1 socialiste, se dit prêt à se ranger derrière un écologiste et avance son plan prévoyant primaire des idées et contrat de gouvernement. Seule la France Insoumise ne cache pas sa méfiance devant cette concorde affichée. Tels les calques organisés dans les congrès étudiants, les proclamations sonnent en effet... Les claques, pas les calques. Les claques. La claque, c'est quand... tu ramènes des gens à toi pour applaudir quand il faut applaudir, pour donner l'impression par exemple que l'amphi en fait il est blindé de gens d'accord avec toi, c'est juste que t'as ramené tous tes potes, tous les gens du syndicat et tout, et tu fais la claque quoi, tu organises les applaudissements si tu veux. Les calques, je comprenais pas les calques. Merci Cocopels 139 qui dit unité. Donc telles les claques organisées dans les congrès étudiants, les proclamations sonnent en effet un peu faux. Alors moi déjà, bon, je noterais quand même que le programme, c'est-à-dire l'aspect programmatique de cette petite tribune, était loin de ce que prônent les insoumis depuis des années, c'est-à-dire des trucs un petit peu plus costauds, quoi. Là, c'était vraiment de l'eau tiède. Donc c'est pas étonnant qu'ils aient pas souhaité s'inscrire dans le truc. C'est pas seulement que les autres les ont pas appelés ou qu'eux ont fait les ronchons. Le programme, il y avait pas, le programme était je veux dire, en sous-texte, c'était vraiment un truc capitaliste, pro-européen, machin. Bon. C'était compliqué. Le vernis a commencé à se fissurer dès septembre avec la préparation des régionales. Alors que la direction du PS... Oui, parce que au PS, ça avait râlé que Olivier Faure se dise prêt à se ranger derrière une candidature écolo. Vous imaginez bien qu'au PS, ça a râlé. Alors que la direction du PS enjoint à ses partenaires de faire alliance pour faire bloc face à la droite et à l'extrême droite et préfigurer ainsi l'association électorale possible en 2022, les Verts signifient leur volonté d'y aller seuls. On trace notre route en rassemblant les écolos, la campagne présidentielle est encore loin, expliquait ainsi David Cormand, eurodéputé et ancien secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Ça, c'est plutôt un écolo de gauche, David Cormand. Dans la foulée, ils fixent la date butoir de leur primaire à fin septembre 2021. L'automne 2020, oh, ça va, c'est pas trop tard. L'automne 2020 n'aura ensuite été qu'une succession d'annonces de candidatures. Je suis inquiète pour le chat, je le vois plus, mais il est là le chat. Merci Marcel Foucault. À quand un tuto chignon? Car je suis jaloux de ta maîtrise sur le sujet. Non, regardez, le chat en plus, vous pouvez le voir, elle est là, à côté du radiateur. Bon, peut-être la caméra est un peu trop haute, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on disait? Jean-Luc Mélenchon, donc du coup, s'est déclaré le premier, comptant bien prendre une longueur d'avance dans la course présidentielle. Le député des Bouches-du-Rhône, qui doit restaurer un crédit politique entamé, occupe le terrain en espérant que les socialistes et écologistes vont s'abîmer dans les mois à venir en négociation. S'il veut espérer encore une fois incarner le vote utile à gauche, rien n'est plus dangereux que cette hypothétique candidature commune. Les communistes ont embrayé, assurant eux aussi vouloir porter un des leurs, leur couleur à la présidentielle. Dans le camp socialiste, les velléités ont commencé à fleurir pareillement. Ségolène Royal se dit prête. Anne Hidalgo et Arnaud Montebourg ne cachent plus leur envie d'y aller. Sans compter les appels qui réclament une candidature Taubira. Ça aussi, on en avait parlé ici de l'hypothèse Taubira. Mais peut-être qu'on va y revenir. Et j'avais dit déjà, on fera peut-être un OLG là-dessus sur l'hypothèse Taubira parce qu'il y a quand même quelques trucs à dire. Les cadres du PS se demandent pourquoi il faudrait s'effacer derrière un candidat écolo alors qu'Europe Écologie Les Verts paraît si peu fiable, surtout après les premiers couacs de ses maires à Bordeaux, Tours, Lyon ou Marseille. La compétition entre Yannick Jadot, député européen, et Éric Piolle, maire de Grenoble, ne les rassure guère. Les premières bisbilles ont commencé à Paris avec les échanges acerbes entre Anne Hidalgo et ses alliés écologistes sur la République. Ah oui, ça c'était un peu fort de café. Un petit peu de mauvaise foi de la part d'Anne Hidalgo, tellement à don sur le programme du printemps républicain qu'elle en est venue à traiter les écolos en gros d'islamo-gauchistes, quoi.
C'était à peu près ça, genre vous voulez pas une rue Samuel Paty, alors qu'eux ils étaient pas contre, machin, donc je sais plus ce qu'il y avait, vraiment après elle a attaqué Mélenchon, pareil aussi sur l'islamo-gauchisme, elle est vraiment partie en mode je serai la championne de la gauche bourgeoise, et la gauche bourgeoise est islamophobe, soit dit en passant, non, pas soit dit en passant du coup, c'est quoi l'expression ainsi soit dit, non, ça veut plus rien dire. Bref, les Verts continuent à vouloir gagner la bataille de l'hégémonie en passant devant aux régionales. Évidemment, les régionales vont jouer un rôle pour refoutre un petit peu les dynamiques, revoir où on en est après les municipales, qui sont quand même un scrutin très particulier. Et c'est en ordre dispersé que la gauche va défendre ses couleurs au scrutin de juin, même si les discussions ne sont pas totalement abandonnées dans les régions où la gauche est menacée d'être absente du second tour. Tout semble en place pour les divisions mortifères. Ce ne sont pas moins de 4 candidatures potentielles sur un même segment électoral en dehors de l'extrême gauche. Qu'est-ce qu'on appelle l'extrême gauche là ? Autant dire l'élimination assurée pour le second tour, car selon les sondages, aucun ne semble en situation de menacer Emmanuel Macron. C'est la tempête parfaite pour produire une catastrophe. Se désole le socialiste Christian Paul, un jeu de poker que le peuple de gauche semble pourtant refuser. Dans un sondage IFOP pour le JDD du 29 novembre, ils étaient 72% à souhaiter l'unité de la gauche. La course aux petits chevaux fatigue de plus en plus les électeurs, qui ont intégré que Jean-Luc Mélenchon ne céderait pas sa place et qu'il faut qu'il n'y ait qu'un concurrent entre lui et Macron. Merci. La note bleue. Oui, c'est vrai, les gens ont... Mais je pense que les gens, le peuple de gauche, a admis aussi qu'une candidature Mélenchon, c'est pas pareil qu'une candidature avec du PS dedans. Et qu'il y a un choix à faire à gauche. Donc c'est intéressant que Jérôme Fourquet, du coup, dise... c'est Jérôme Fourquet, disent que ça se voit dans l'opinion qu'il n'y a pas non plus 3 espaces entre Mélenchon et Macron, quoi. Il y a vraiment plus qu'un espace pour la gauche bourgeoise, faut pas qu'il soit 3 à aller dedans. Sur le papier, rien ne semble encore irrémédiable. Les programmes politiques n'ont jamais été aussi proches. Le PS a fait son aggiornamento écolo et ne prétend plus vouloir être le pivot du camp progressiste. Ça, c'était l'initiative, souvenez-vous, de Laurent Geoffrin, qui réclamait à corps et à cri que le PS retrouve son rôle central à gauche. Mais bon, les municipales l'ont peut-être pas aidé aussi. Alors c'était quoi ? Il y avait un sondage « Choose your champion ». Mémé, Royal, Hidalgo, Jadot. Eh ben oui, mais Mélenchon, c'est ça. Ça correspond plus à ce que je pense... Ah bah ça va trop vite. Être de gauche pour moi. Quand on voit Méluche et son camp défendre Trump, on se dit qu'on risque de vivre 1983 en pire s'ils sont élus. Alors il y a des critiques à faire sur la défense un petit peu rapide de Trump, machin, les trucs de Ruffin. Par contre, je vois pas en quoi du tout ça augure un virage de la rigueur, tu vois. Ça me paraît assez décorrélé comme sujet, vraiment. Vraiment. Je pense qu'il y a un effet d'aubaine à défendre sur Trump. Je pense pas que c'est un coup que j'aurais joué, moi, mais bon. Et je suis pas sûr que Mélenchon l'ait fait. Bon, je sais que Ruffin l'a fait, il s'est fait tomber dessus, hein, mais... et l'idée, c'est pas de défendre Trump, c'est en effet d'interroger sur l'arbitraire des grands fournisseurs de services là sur Internet et du fait que c'est eux qui décident et puis pourquoi c'est pas nous qui déciderons et machin. Bon, c'est un sujet à part entière mais qui a pas grand chose à voir avec l'idée d'un tournant de la rigueur. Hein. Vraiment. Ils défendent pas du tout Trump, bande de nazes. Bon, bah je vois que j'ai des insoumis dans le chat. Ruffin, il a pas défendu Trump, faut arrêter. Ruffin, c'est juste attaquer Twitter, son truc. Oui, et j'ai vu Sylvain d'ailleurs souligner, merci Flutix, qui dit bonjour les gens, bonjour Usul, super épisode d'hier, hâte de voir la saison 2. La saison 2. Ah, l'épisode 2, tu veux dire. Merci aussi Dalton XXX. Je vais chercher, il y a un tweet de Sylvain, le community manager de Ruffin. Ah, attends, comment il s'appelle Sylvain comment ? Pas Sylvain Chazot, pas Sylvain Lapoix... Sylvain Laporte, voilà, c'est ça. Sylvain Laporte qui a tweeté parce que on reprochait beaucoup en fait vous voyez, je vais vous le mettre là. On reprochait beaucoup à Ruffin d'avoir attaqué Twitter à l'occasion du ban de Trump. Et on lui reprochait du coup de rien dire sur quand les comptes de gauche étaient attaqués et fermés, et là d'en faire des caisses sur Trump. Et donc Sylvain a répondu « Je veux bien croire que mon Ruffin de patron n'est pas parfait, on sait, merci. Par contre, dire qu'il soutient Trump, mon Dieu, tant de bêtises. Mais pas les pages anarcho, antiracistes, écolos, syndicalos, etc. Vous êtes juste fatigants.
Et il dit que, donc là il a mis un exemple d'un discours de Ruffin, parce que moi je connais pas beaucoup de députés qui viennent dénoncer la censure de Nantes révoltée, Lille insurgée, Bretagne noire, Lyon antifa à la tribune de l'Assemblée. C'est pas pour dire Ruffin c'est le meilleur, mais que chacun balaye un peu devant sa porte. Et en effet c'est pas la première fois que Ruffin gueule contre la censure, et là en l'occurrence sur Facebook. Revenons au standard de la communauté. Demandez à Facebook de supprimer un certain nombre de... Bref, on va pas regarder l'extrait en entier, mais en effet, c'est une bonne réponse. Je veux dire, si on lui dit tu te bougeais que pour Trump, bon, si c'est factuellement faux, et qu'il a défendu des pages comme Nantes révoltée ou Lyon Antifa, c'est une attaque qui tape du coup un petit peu plus à côté que ce qu'on pensait. Voilà, c'était pour rétablir, pour faire mon ruffiniste. Il a défendu les chroniques de Denis Robert. Ce n'est pas de la censure, mais bref. Bretagne Noire aussi. Quoi, Bretagne Noire? Je connais pas Bretagne Noire, mais je suis pas breton, donc je sais pas trop. En même temps, le pouvoir accumulé par les GAFAM pose problème. Peut-on imaginer une faillite de Google et l'ampleur de ses conséquences? Oui, alors ce serait pas mon inquiétude première, la faillite de Google. Mais en effet, l'emprise des GAFAM sur le débat public, je veux dire, c'est un vrai sujet. C'est pas un faux sujet, quoi. Bref. L'initiative était attendue jeudi 14 mai. Quelle initiative? Attendez, parce que là je me suis... Ah non, c'est pas ça, je me suis trompé d'article. N'importe quoi. Donc hop, ça c'était celui-là, on dégage. Voilà, on reste là-dessus. Bref, sur... ah oui, c'est parce que vous parliez de Ruffin dans le chat et moi je me perds. Alors, on revient. Sur le papier, rien ne semble encore irrémédiable. Les programmes politiques n'ont jamais été aussi proches. Le PS a fait son aggiornamento écolo et ne prétend plus vouloir être le pivot du camp progressiste. Voilà, contrairement au moment où il y avait le truc de Geoffrin. Europe Écologie Les Verts, lui, a compris avec la pandémie l'urgence d'un retour de l'État. Et les deux partis travaillent à renforcer dans leur programme le lien entre les enjeux climatiques et les mesures sociales afin de convaincre l'électorat ouvrier. Un beau boulot, va peut-être falloir lui parler autrement à l'électorat ouvrier aussi, vous. Aucun des deux partis ne semble avoir totalement renoncé, mais chacun regarde les échappées de l'autre, l'arme au pied. Tout le monde a conscience qu'à un moment, il va falloir se rassembler. On va désigner notre candidat en septembre, mais on continuera à discuter, assure Hélène Hardy, responsable des élections à Europe Écologie Les Verts. Du côté de Yannick Jadot, on est aussi persuadé qu'une candidature commune peut disputer le vote utile à Mélenchon. Olivier Faure continue aussi à y croire. Il y a un chemin, ne cesse-t-il de répéter. Reste à trouver le moment opportun pour se rabibocher. Après le verdict des régionales, il faudra se mettre d'accord sur un nom. À défaut, dans le débat politique, le camp du progrès social risque de ne plus émettre. Voilà. Et on aura l'air bête. Mais en même temps, moi, cette gauche-là, bon, c'est pas trop ma gauche, quoi. Donc, qui continue à se prendre le bec, c'est plus marrant qu'autre chose. C'est vrai que l'article a pas tort quand il dit que c'est là-dessus que pariait un petit peu Mélenchon, en se lançant tout seul, c'est-à-dire il va laisser les autres se bouffer le nez, et c'est les autres qui vont avoir l'air de gens qui arrivent pas à se mettre d'accord, de bataille d'ego, de machin, quoi. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. C'est court et on n'a rien appris, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On n'a pas appris grand-chose. Bon, bah écoutez, on va essayer d'apprendre des trucs peut-être avec l'article de Lucie Delaporte. Discréditer les mouvements antiracistes en les faisant passer pour racistes ou racialistes. La dernière posture rhétorique du Rassemblement national n'est que l'avatar d'une longue euphémisation d'un racisme constitutif. Race, racisme, les nouveaux masques de l'extrême droite. Un article paru aujourd'hui, une enquête même, il y a marqué enquête en haut à gauche. Une enquête du coup de Lucie Delaporte. Il devrait y avoir des citations normalement. La racialisation des relations humaines me fait horreur. Le 10 décembre 2020, au micro de France Inter, Marine Le Pen, invitée à commenter le geste de protestation des footballeurs du Paris Saint-Germain et de l'Istanbul Başakşehir, merde, je sais pas comment on dit. Après les propos racistes tenus par l'un des arbitres lors d'une rencontre de la Ligue des Champions, martèle. Je vois une mouvance essayer d'importer en France la guerre raciale américaine et de conclure que pour elle, déterminer les gens en fonction de leur couleur est une régression démocratique majeure. Entendre la présidente du Rassemblement national donner avec aplomb des leçons d'antiracisme a de quoi surprendre. C'est vrai qu'ils sont pas... ils sont quand même culottés. Hein. Ils ont pas de race, hein, si j'ose l'expression.
Certes, le parti d'extrême droite qu'elle dirige n'a cessé d'expliquer ces dernières années qu'il avait rompu avec ses éléments les plus notoirement racistes pour devenir un parti républicain comme les autres, mais voir Marine Le Pen s'ériger en grande conscience de l'antiracisme reste pour le moins troublant. Sa posture, mais alors c'est génial parce qu'il y en a qui font semblant d'y croire. Moi, j'en suis là, moi. C'est-à-dire, je pense qu'il y en a qui font semblant d'y croire, mais exprès. Enfin, je veux dire, ils savent très bien que c'est une imposture. Enfin bref, bon, on continue l'enquête, bon. Sa posture ce matin-là s'explique mieux dès lors qu'on comprend qu'il s'agit en fait de délégitimer la démarche des joueurs qui dénonçaient précisément les propos racistes d'un arbitre. Merci, Drexia. Oui, l'idée c'est toujours d'attaquer les antiracistes et d'attaquer ceux qui dénoncent le racisme. Donc toujours la même rhétorique, hein, ça je vous l'avais dit juste avant, la rhétorique c'est vous dénoncez le racisme, mais moi je vois pas de racisme, vous le voyez partout, vous racialisez la société avec votre vision du monde. Ceux qui dénoncent le racisme seraient donc les vrais racistes, les racialistes, comme le disent désormais à l'envi les cadres du RN, un renversement des positions qui est le fruit d'un lent travail de reformulation rhétorique opéré par le RN, avec encore quelques tâtonnements. C'est bien, on va peut-être voir les ratés et les couacs. Au printemps dernier, le sujet avait donné lieu à une cinglante passe d'armes entre Marine Le Pen et sa nièce, révélant que la stratégie de l'extrême droite était encore en cours d'élaboration. Le Bachar el-Assad, équipe erdoganiste, soutient un régime d'extrême droite par ailleurs. Vous en connaissez plus que moi en foot, hein. Moi je vous en apprendrai pas en foot. Le 10 juin, Marion Maréchal réagit au mouvement de soutien à Black Lives Matter en France en dénonçant dans une vidéo des groupes militants de gauche dits antiracistes, indigénistes, qui demandent non seulement de nous mettre à genoux, mais en plus de salir la mémoire de nos ancêtres, de cracher sur notre histoire, de purger notre héritage, d'abattre nos statues. Avant de conclure sa tirade d'un « je n'ai pas à m'excuser en tant que blanche ». L'emploi du terme « blanche » par celle qui reste très proche de la mouvance identitaire a provoqué un malaise jusque dans sa famille politique qui sait à quel point ce terrain est miné pour elle. Se mettre sur un plan racial, c'est tomber dans le double piège. D'abord, celui des indigénistes, des racialistes, alors qu'il faut rester sur un plan républicain. C'est aussi tomber dans le piège de l'américanisation, alors que rien ne se construit en France en fonction des communautés, lui a rétorqué Marine Le Pen par médias interposés. Donc, race, le mot est évidemment, plus que dans toute autre formation politique, tabou au Rassemblement national. Depuis la sortie de Jean-Marie Le Pen sur l'inégalité des races en 97, aucun cadre du parti ne l'emploie, si ce n'est pour s'en démarquer bruyamment. Pour le parti d'extrême droite, en quête de respectabilité républicaine, impossible d'employer un terme qui rappelle si douloureusement l'histoire du parti. Et oui, c'est compliqué, la dédiabolisation, c'est un travail de tous les jours. L'historien Nicolas Lebourg rappelle que quand Jean-Marie Le Pen parle de l'inégalité des races, c'est en 1997. Il le fait alors que l'appareil est tenu par les plus radicaux, à qui il choisit de donner à ce moment-là des gages. Mais après la scission avec Bruno Maigret, il dénoncera au contraire les racialistes de Terre et Peuple, le mouvement de Pierre Vial au racisme assumé. Donc voilà, vous savez que Bruno Maigret était plus à droite que Jean-Marie Le Pen. Hein. Jean-Marie Le Pen, lui, il faisait tourner la boutique familiale, il aimait bien passer à la télé, etc. Et Bruno Maigret était pour une ligne beaucoup plus hardcore. Mais assez proche en fait de celle de Marion Maréchal aujourd'hui. Le fondateur du Front National a parfaitement intégré que tenir un discours sur les races n'est plus audible dans la France de l'après-guerre. Ce n'est d'ailleurs pas le vocabulaire de Jean-Marie Le Pen, qui est un homme de la guerre d'Indochine et de la guerre d'Algérie. Lui, c'est plutôt l'imagerie coloniale. 3 couleurs, un drapeau, un empire. Affirme Nicolas Lebourg. Soit un racisme structurant, mais reformulé par le colonialisme, qui a pu se présenter au XXe siècle comme intégrateur des personnes de toute origine au sein d'une république universelle. C'est un petit peu comme dans le Mes chers contemporains sur Elisabeth Lévy. Quand je parlais du racisme respectable, je crois que c'était Saïd Bouamama à propos de l'islamophobie. Pourquoi en France c'est l'islamophobie qui a pris aussi tant de place dans les rhétoriques d'extrême droite? C'est parce que, en effet, l'expérience coloniale, etc., nous ont fait reformuler. On peut plus avoir des thèses raciales comme en avaient les nazis, tout simplement. Ça devient difficile parce qu'on sait que si tu pars sur des thèses raciales, derrière, ça va supposer de l'épuration, la purification, enfin autant de trucs qu'on a jugés inhumains, quoi, qu'on ne fait plus. Par contre,
garder cette vieille supériorité, ce vieux sentiment de supériorité coloniale, qui certes est blanc, certes, mais surtout, je veux dire, et je crois que un Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, ces gens-là d'extrême droite vont être très fiers d'être blancs, mais parce que les blancs sont ceux de l'Occident, sont ceux qui ont apporté la civilisation, etc., grâce à l'entreprise coloniale, face aux sauvages. Et en fait, dans les structures de comment ils pensent, il y a toujours cette idée que voilà, nous on est la civilisation, en face c'est que des sauvages, surtout de l'autre côté de la Méditerranée, surtout les musulmans, voilà, surtout l'Afrique, voilà, ces gens-là. À la limite, on peut parler avec des Japonais, parce que c'est des gens, bon, ils sont civilisés, ils sont pas comme nous, mais ils sont civilisés. Les sauvages, par contre, voilà, ça reste un truc très colonial, où en effet, il n'y a plus besoin d'intégrer la race, il suffit de parler de culture. Et finalement, vous remarquerez qu'aujourd'hui, le débat s'est polarisé sur les religions, mais les religions, ce sont des cultures. Et tous les débats sur l'islamophobie, machin, tout ça, tous les débats sur l'islam, c'est pour dire, pour nous dépeindre en fait un autre qui serait dangereux parce qu'arriérés. Ils sont arriérés avec leur religion moyenâgeuse, regardez, machin, voilà. Bref, donc en gros, voilà. Dans Atlantico, Marion Maréchal explique d'ailleurs, donc elle est revenue à un logiciel plus racial. Et en fait, c'est elle qui est plus proche du truc américain, de l'angoisse américaine, qui est celle de devenir une minorité parmi les autres, les blancs, les white supremacists, justement. Ils ont l'angoisse qu'avec les hispaniques, avec les noirs, etc. D'ici c'est une angoisse, c'est ce qui apparemment est prévu par les démographes. Hein. Merci Myril pour ton abonnement de niveau 1. Ils ont l'angoisse d'être mis en minorité, et du coup c'est une vraie angoisse de blanc. Hein. Pour eux c'est pas une histoire de culture ou de je sais pas quoi, parce que bon l'Amérique c'est un rêve commun, le rêve américain certes c'est un truc culturel, mais là ils ont des vraies angoisses de blanc auxquelles Trump a su répondre par des discours qui leur a bien plu à un moment, donc c'est pas absurde que ce soit des néo-nazis aussi qui se réclament de Trump. C'était ces angoisses de blanc liées à la peau, dont Trump se faisait le relais. Merci Rock'n'Geek pour ton 2e mois de Prime. Et qu'est-ce qu'on disait on disait, voilà, Marion Maréchal est plus proche de ça. Et plus proche de l'idée que la France est un pays de race blanche. Hein, ça c'est Nadine Morano qui avait cité le général de Gaulle. La France est un pays de blancs, il faut que ça le reste, regardez tous ces noirs et ces arabes, en gros, c'est vraiment ça. Là où, en effet, c'est pas le même racisme qu'on va retrouver au rassemblement, enfin, qu'on va retrouver même celui de la République, hein, le racisme officiel de la République. Moi j'avais conclu la vidéo sur Elisabeth Lévy et l'extrême droite, en gros, j'avais conclu en disant c'est pas le FN qui paraît de plus en plus adapté à la République, c'est la République qui de toute façon est de plus en plus adaptée au FN et de plus en plus compatible avec le FN via ces grands discours où les discours généreux d'intégration, d'ouverture, etc., de République universelle sont devenus des discours d'injonction à se plier à comme on fait ici. Voilà. Et ici, au nom parfois du coup de ce complexe de supériorité qui vient en effet des tréfonds de notre empire colonial, machin, et de notre histoire de prédateurs en fait, conformez-vous à ce que nous faisons se transforme assez vite en conformez-vous à comment nous pensons, à comment nous... Voilà, donc un truc très très bourrin en fait, avec des injonctions multiples pour les minorités qui sont acceptées tant qu'elles font tout comme on leur dit, même des trucs qui n'ont pas grand chose à voir avec la politique, quoi. Faudrait pas de rayon halal, pas de machin, vous voyez, l'espèce de crispation républicaine complètement tarée. Merci l'abeille cool. Vous avez vu, je me suis pas planté. Donc on voit qu'il y a 2 façons d'être raciste dans ce pays. Raciste à la française ou raciste à l'américaine, vraiment le bon gros truc. Alors ceux-là, ils vont attaquer par exemple sur le racisme anti-blanc. Le truc identitaire sur la couleur de peau, tu vas attaquer sur le racisme anti-blanc, vous les reconnaîtrez à ça justement. Et là où les autres vont attaquer sur la République, et puis Samuel Paty, et puis l'école, et puis on fait comme on a dit, et puis le terrorisme, machin, enfin il y a des passerelles, hein, je veux dire, c'est des rhétoriques qui sont quand même relativement proches, mais il y a des petites différences, et c'est marrant de voir que ça divise jusque dans la famille Le Pen, cette idée. Donc Marion Maréchal, dans Atlantico, explique d'ailleurs, sans susciter plus de questionnements, qu'elle n'est évidemment pas raciste, puisqu'elle vient d'un parti colonialiste. Ah, tu avais pensé à celle-là ? Donc, elle dit « Je pense que personne actuellement dans la vie politique française ne défend une approche ethnique ou raciale de la nation. Ce n'est jamais quelque chose que j'ai vu ou lu.
c'est quelque chose d'ultra embryonnaire. Je suis issu d'une famille politique qui a défendu l'Algérie française. C'était bien la démonstration qu'on ne croyait pas que la nation française s'arrêtait forcément à une vision ethnique de la France. Une présentation du projet colonial conforme à la propagande de l'époque, mais sans rapport avec les faits. Ah bah Sarah Mazouz était citée dans le chat tout à l'heure, et Sarah Mazouz répond, du coup, elle qui a écrit le bouquin qui s'appelle Race, paru chez Anna Mosa en 2020, elle écrit cela va à l'encontre de la réalité historique de ce qu'a été le colonialisme. Si l'on pense simplement au code de l'indigénat, c'est aberrant de dire ça. Rappelle la sociologue Sarah Mazouz, en référence au code adopté dans l'Empire français qui distinguait en droit citoyens français et sujets français, algériens, africains, antillais, etc. Ces derniers étant dépourvus de pratiquement tout droit. Et c'est vrai qu'en Algérie, voilà, en plus on le faisait selon la religion. Il y avait un traitement distinct pour les juifs et pour les musulmans. Et les musulmans n'avaient pas évidemment le droit à la citoyenneté, l'accès à la citoyenneté, etc. L'impressionnant succès en France des mobilisations antiracistes dans le sillage de l'assassinat de George Floyd aux États-Unis au printemps dernier a manifestement donné des sueurs froides au Rassemblement national. À travers ces mobilisations, des concepts tels que le racisme systémique ont été mis en avant sur le devant de la scène, appelant à démasquer un racisme enraciné dans la société mais généralement non dit. L'usage critique, alors c'est encore Sarah Mazouz qui parle, l'usage critique de la race ou de concepts comme le privilège blanc permet d'expliciter des logiques qui sont à l'œuvre socialement et qu'on ne nomme pas. Cela revient à mettre en lumière, à côté des formes de racisme violent physiquement ou verbalement, la racialisation implicite et parfois feutrée qui est à l'œuvre dans l'ensemble de la société, explique la sociologue Sarah Mazouz. Si l'on s'en tient à la lecture où, pour être raciste, il faut dire que les Noirs sont inférieurs, sans prêter attention aux pratiques qui actualisent cette vision, on peut avoir l'impression qu'effectivement le racisme est marginal, le FN l'a très bien compris. Voilà, c'est-à-dire le vieux raciste, ça aussi je le disais dans le Mes chers contemporains, le vieux raciste, comme on voit dans, j'avais mis l'image dans Les Trois Frères, vous savez, le beau-père là qui est là, « Hey Bico, les Arabes, machin, hein, c'est qui fout le bordel, hein ?» Voilà, ça c'est le vieux raciste, celui qui va insulter, celui qui va dire tout haut son racisme en fait. Et aujourd'hui, on ne procède plus comme ça. On ne procède plus comme ça. Ces mouvements ont contribué à expliciter le fait que le racisme ne tient pas uniquement à un discours ou à une idéologie, et qu'à ce titre, il n'est pas l'apanage de l'extrême droite, mais traverse bien la société française dans son ensemble. Un effet de révélation particulièrement destructeur pour le RN, puisqu'il contribue à démasquer les stratégies habituelles de recouvrement et d'euphémisation du racisme dont usent et abusent les cadres du parti d'extrême droite en quête de dédiabolisation. Il fallait donc au plus vite décrédibiliser ceux qui portaient publiquement ce discours, comme les cadres du RN s'y sont attelés avec énergie, c'est ça. C'est-à-dire qu'il fallait flinguer les porteurs du discours et en général les porteurs et les porteuses des discours antiracistes, il fallait les décrédibiliser. Alors souvenez-vous de tout ce qu'ils sont allés chercher. Si vous mentionnez l'affaire Adama Traoré dans les milieux d'extrême droite, on va vous dire famille de délinquants. Machin. Ils sont allés. Voilà, l'idée c'était de décrédibiliser à tout prix les voix qui s'élevaient, parce que en vrai, il a été tué par la police. Il a été tué dans un commissariat de gendarmerie, je crois, dans une gendarmerie. Qu'il ait été un délinquant ou pas, on s'en fout, c'est pas le débat. La question c'est que la police n'a pas le droit de tuer. Voilà, n'a pas le droit de tuer. Elle ne rend pas la justice, la police. La police, elle est là, elle livre à la justice s'il y a problème. Elle n'est pas censée tuer. Ça n'a rien à voir que le mec soit délinquant, tueur en série ou braqueur. Mais bon, là, l'idée c'était de décrédibiliser à tout prix les gens qui... souvenez-vous, hein, par exemple, sur Rokhaya Diallo, ça a été de se foutre de sa gueule pendant 2 ans sur l'histoire des pansements. Tu vois, Rokhaya Diallo dit des quantités de choses. Mais on va prendre le petit truc pour la décrédibiliser et dire c'est n'importe quoi, regardez, c'est des délires, le truc des pansements marrons, les pansements. Mais elle dit plein d'autres choses, Rokhaya Diallo. Seulement, ça devenait difficile, l'idée c'était de la rendre inaudible. Donc, et cette énergie, en plus il y a le mot énergie, cette énergie déployée pour s'attaquer systématiquement à ces gens-là, en dit beaucoup sur le fait que leur obsession raciale est toujours là, hein, puisqu'ils ne veulent pas qu'on parle de racisme. Donc, qu'on songe au torrent de boue déversé sur Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, mort en 2016 à la gendarmerie de Persan, dans le Val d'Oise, après son interpellation à Beaumont-sur-Oise, et une des figures des mobilisations du printemps dernier. C'est vrai qu'elle aussi, elle s'est bien faite pourrir. Donc, faire mine de glisser du combat racial au combat social. Nous y voilà. Là, on va avoir aussi les stratégies des Charles, etc.
En France, le combat a été gagné, se félicite à ce propos Marion Maréchal dans un entretien fleuve accordé à Atlantico. Ceux qu'elle désigne alors comme les indigénistes, pour parler de ces nouvelles mobilisations antiracistes, sont intellectuellement minoritaires et marginalisés. Ils sont condamnés, dit-elle, par une grande partie de la droite et de la gauche, et beaucoup se défendent désormais d'en faire partie, alors que la tentation d'enfourcher ce cheval avait pu exister au printemps dernier, se réjouit-elle. Donc en gros, pour elle, elle a gagné la bataille contre les indigénistes. L'ex-député RN, qui se targue d'avoir quitté le parti pour mener une bataille culturelle avec son école de sciences politiques, dans le think tank qu'elle vient de lancer, le dit sans détour dans le même entretien à Atlantico. Tiens, je serais curieux de savoir qui finance son think tank aussi à celle-là. Elle le dit encore, donc c'est toujours elle, donc Marion Maréchal, elle dit « La droite culturelle a réussi des prises de judo en montrant précisément que ceux qui étaient censés être les antiracistes étaient devenus les nouveaux racistes, les nouveaux intolérants et les nouveaux discriminants. La droite est parvenue à imposer une inversion du propre jeu dialectique de cette gauche décoloniale. » Alors quand Marion Maréchal Le Pen dit la droite, elle pense l'extrême droite. Parce qu'elle, sa stratégie, elle veut l'union de la droite, c'est-à-dire de toutes les droites, y compris la droite suprémaciste blanche en fait. Voilà. Donc l'idée c'est, quand elle dit la droite, faut entendre toute l'extrême droite avec. Et c'est pas moi qui fais un jugement là, c'est sa stratégie, c'est comme ça qu'elle pense. C'est ça qu'elle veut dire. Pour l'historienne Sylvie Laurent, l'euphémisation par l'extrême droite de son racisme relève d'un très long projet qui a connu différentes phases. Alors Sylvie Laurent nous explique. Dans les années... Elle a écrit un bouquin, je crois, qui s'appelle Le Petit Blanc, sur les angoisses justement raciales chez les Blancs, justement. Dans les années 1970, dit-elle, l'extrême droite reconnaît que le racialisme classique n'est plus possible. La nouvelle droite, avec le Grèce, se met d'ailleurs non plus à parler de race, mais de culture, de civilisation. Le mouvement explique que les cultures doivent rester intègres et tout le monde comprend ce que cela veut dire. Le Front National a hérité de cela. Vous voyez, quand je vous parlais des Japonais, c'est ça, tiens. Moi, j'ai rien contre les Japonais au Japon. Moi, j'ai rien contre les Burkinabés au Burkina Faso. Et ils seront bien mieux là-bas, dans leur culture, dans leur truc. Et la France, il faut que ça reste la France. Voilà, c'est leur truc, c'est limite de la charité, quoi, en fait. Hormis quelques dérapages plus ou moins contrôlés, le parti de Jean-Marie Le Pen n'a donc jamais fait explicitement référence à une hiérarchie des races, ni ne s'est présenté comme le parti défendant les Blancs. Le FN n'a... Alors qui nous dit ça? Sylvie Laurent toujours, qui dit « Le FN n'a jamais véritablement mobilisé politiquement la question de l'identité blanche, mais plutôt celle de l'identité française à préserver. Ils n'ont commencé à en parler que sur un mode victimaire en évoquant le racisme anti-blanc à partir de 1998. Le parti a d'ailleurs d'abord parlé du racisme anti-français, puis du racisme anti-blanc, en développant l'idée que l'antiracisme était en fait un racisme anti-blanc, explique-t-elle. Même si, comme le précise clairement Sylvie Laurent, le débat autour du concept de race aux États-Unis essentiel alors elle est spécialiste des États-Unis, essentiel et matriciel à l'histoire américaine, puisque dans la loi de 1790, celui qui a des droits est celui qui est blanc. Donc ce débat autour du concept de race aux États-Unis ne se pose pas de la même manière que dans une société coloniale comme la France. Un détour par les reformulations de l'extrême droite américaine permet d'éclairer le contexte français. Ces extrêmes droites se regardent et se lisent beaucoup, nous dit Sylvie Laurent. C'est vrai que un des grands arguments contre l'antiracisme ou même contre le féminisme, c'est de dire que c'est un truc importé des États-Unis. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus, entre extrême droite française et américaine, une vieille conversation. D'ailleurs, Steve Bannon était l'invité d'honneur de l'avant-dernier, je crois, grand rassemblement du Rassemblement national. Donc, évidemment, eux aussi, ont beaucoup appris de l'ère Trump et vont nous resservir des stratégies qu'on a vues à l'œuvre de l'autre côté de l'Atlantique, sans aucune espèce de scrupule, parce que ce serait venu d'outre-Atlantique. Celle-ci apprécie particulièrement certains auteurs français. Donc, l'extrême droite américaine apprécie certains auteurs français. Alain de Benoît, Renaud Camus, donc tout ça. Alain de Benoît, c'est le mec justement du Grèce, du groupe d'études, je sais plus comment il s'appelait, le groupe d'études raciales des racistes, là, je sais pas quoi, du renouveau de la droite, je sais pas quoi. Donc ils aiment beaucoup Alain de Benoît, Renaud Camus. Le roman raciste de Jean Raspail, Le Camp des Saints, est devenu un best-seller outre-Atlantique. Aux États-Unis, le Ku Klux Klan, avec David Duke, change de discours au début des années 2000 et décide de présenter les Blancs comme une minorité comme une autre. Ah oui, ça, je vous ai conseillé, hein, mais bon, là c'est ce qui est vraiment pas con. Du coup, ils disent les Noirs ont le droit d'être fiers d'être noirs, et ben nous, on est Blancs, on a le droit d'être fiers d'être Blancs.
Voilà, il retourne le truc en disant on est une minorité comme les autres. Il retourne le discours de l'antiracisme en affirmant qu'à travers la politique de lutte contre les discriminations, les blancs américains sont devenus une majorité opprimée. Ah, faut l'oser celle-là, la majorité opprimée. L'autre grande évolution rhétorique consiste aussi à faire mine de glisser du combat racial au combat social, en faisant passer les blancs pour les premières victimes de la mondialisation. L'ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, artisan de sa victoire il y a 4 ans, a joué à cet égard un rôle décisif. Donc Sylvie Laurent explique, Steve Bannon est celui qui a compris qu'il fallait repositionner le discours de la suprématie blanche en lui donnant les accents de l'anticapitalisme, de la défense de la civilisation enracinée. Se présenter comme le défenseur des petits, des opprimés par la mondialisation, des travailleurs méritants, honnêtes et autonomes, dont chacun comprend par antiphrase, aux États-Unis, malgré les appels du pied récents de Bannon aux minorités désireuses de se voir accorder une place même subalterne dans l'ordre racial, qu'il est blanc. Oui, parce que vous savez bien, il y a cette idée de travailleurs méritants, honnêtes, autonomes, et on va avoir pareil avec l'extrême droite qui va du coup opposer le français qui se lève tôt, mais j'ai envie d'aller jusqu'à Sarkozy, la France qui se lève tôt, et de l'autre côté, la France qui est au chômage et qui touche des allocs. Donc dire que pour les petits travailleurs, la mondialisation, elle a été très rude, donc du coup, il faut fermer les frontières, etc. Machin. Bon, derrière, tu déroules, c'est pas compliqué. Mais en plus, en parlant des travailleurs méritants, honnêtes, machin, tu permets de parler à l'inverse de... on avait parlé l'autre soir de Reagan et de sa figure qu'il avait mobilisée de la welfare queen, c'est-à-dire cette femme noire en surpoids avec plein d'enfants qui ne vit que des allocs. Et je crois que lui avait raconté cette histoire-là. Voilà. Comment voulez-vous que le français, non, quand il voit en face de chez lui, Chirac, rappelez-vous, parce qu'il n'y a pas que le bruit et l'odeur, il y a l'idée qu'il gagne, je sais plus combien, 800 francs, 1000 francs, sans travailler, naturellement, sans travailler, Attendez, c'était quoi? Je sais plus, mais enfin c'était la même chose. C'était exactement la même chose que la welfare clean, la reine des allocs, pour ceux qui ont regardé Glow. Voilà. Si tu imites pas Chirac, on comprend pas bien. Comment voulez-vous? Non, attends. J'étais avec Alain Juppé dans le quartier de la Goutte d'Or. Non, en plus c'est un jeune Chirac, c'est plus facile de faire le vieux. Merci Ourob. Oui, on s'en souvient. Bah oui, voilà, il reprend ce discours-là. Bref, une posture qui n'a pas échappé au RN, qui a entretenu des relations étroites avec Steve Bannon ces dernières années. Les accents anticapitalistes, antimondialistes du RN sont aussi à comprendre comme la défense du peuple authentique contre la mondialisation qui est aussi le métissage. Et là, on revient à un très très vieux truc, parce que le métissage, c'est le mondialisme, c'est le cosmopolitisme. En fait, c'est ce dont on accusait déjà les juifs, évidemment, peuple sans terre à l'époque, dont on disait qu'il favorisait... on allait perdre nos racines parce que la mondialisation des imaginaires, des machins. Nous disent les mecs complètement matrixés aussi par l'extrême droite américaine, qui n'ont rien contre le fait d'être mondialisés en suivant toutes les stratégies de Bannon et en trouvant que Trump est extraordinaire. Mais les racines, bien sûr, la défense des Gaulois, des vrais Gaulois. Donc, le métissage, évidemment, crainte, là pour le coup, le métissage, on revient à une crainte vraiment autour de la couleur du pot, on revient vraiment à un truc de suprémaciste, de vrais racistes à l'ancienne. Et puis, le métissage et le mondialisme, donc derrière le mondialisme, il y a tout l'imaginaire du cosmopolitisme et donc de l'antisémitisme. Dans un contexte cette fois plus français, le RN a su exploiter, on l'a vu, l'opposition entre république et communautarisme, faisant de toute revendication à l'égalité et de lutte contre les discriminations une atteinte à la République universelle et une importation américaine. S'il y avait eu un véritable travail de bilan sur la République, sur ses compromissions coloniales notamment, ce serait plus difficile de faire dire à la République, comme on le voit aujourd'hui, tout et n'importe quoi, affirme Sarah Mazouz, et je suis bien d'accord. La laïcité à la française, c'est ça quoi. Pouvoir faire des discours racistes au nom de la République, c'est... Si la République en effet se regardait ce passé colonial, se réformer, reformer un petit peu son projet de vivre ensemble, etc., y compris autour d'institutions sociales fortes, c'est pour ça que pour moi ça s'oppose pas du tout, les politiques de reconnaissance et les politiques d'égalité, d'accès à l'égalité, pour moi ne s'opposent pas du tout aux politiques de solidarité et au social. Au contraire, on fonde le collectif aussi par à la fois le social et des politiques de reconnaissance des droits et de l'accès aux droits et des politiques d'égalité. Et si tu as redéfini un petit peu la République, mettons une 6e République autour de choses très fortes comme ça, sur ce qu'est être français, ce qu'est être français,
différemment. Moi, ça fait peur maintenant quand on commence à dire à quelqu'un pensons un programme autour de qu'est-ce que c'est qu'être français. Oui, mais si on dit être français, c'est être attaché à une façon de vivre ensemble autour de la loi, autour du droit, autour de la collectivisation d'un certain nombre de grands services publics, autour de droits accordés, mais y compris de droits sociaux. Voilà, appartenir à cette communauté politique, c'est ça être français. Si on réaffirme le caractère social et inclusif de la République, il devient plus difficile de lui faire dire n'importe quoi, en effet. Plutôt que de partir dans des trucs... Enfin bref. C'est pas forcément JLM 2022, hein, mais moi je pense que on peut pas faire ça, on peut pas reformuler... Voilà, c'est ça, allons-y franchement. Je pense qu'on peut pas reformuler le projet français, le projet de la nation, sans regarder en face notre passé colonial, sans regarder vraiment qu'est-ce qui nous ronge et qui continue de nous ronger maintenant. Il faut absolument qu'on dépasse cette impasse-là, parce que tant qu'on l'a pas fait, la République, en effet, c'est tout et n'importe quoi, et on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Si on n'interroge pas la place de la République dans la colonisation, etc., en plus c'est un acte de naissance de la 5ème République. Les troubles en Algérie, la guerre d'Algérie, etc. Donc c'est vraiment au cœur du truc, et on n'est pas foutu de regarder ça en face, du coup on n'est pas foutu de formuler un projet commun, du coup on est enfermé dans les vieux trucs, les vieilles rhétoriques, et le FN, comme ça, peut faire du ski sur la République et dire c'est génial, tout glisse, c'est merveilleux, il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas de truc qui nous gêne avec cette République. Si en plus elle réaffirme d'année en année, et ça c'était la conclusion de mon épisode d'hier, si d'année en année, la République affirme de moins en moins son rôle social, son rôle de service public, de service, de soutien aux services publics, de création même de services publics, il faudrait recréer des services publics, etc. Si on ne fait pas ça, en effet, on laisse le champ libre à tous ceux qui veulent faire tout à fait autre chose de la République, à savoir, pourquoi pas, un appareil de domination comme les autres. Donc la laïcité à la française a aussi permis aux partis d'extrême droite de laisser libre cours à une islamophobie dont les travaux de Marwan Mohamed et Abdelali Hadjad, que je vous ai déjà cité ici, j'ai le bouquin, j'ai déjà sorti, je vais pas le ressortir à chaque fois, par exemple, ont montré à quel point il était en partie au moins le nouveau masque du racisme anti-arabe. Aux États-Unis, le concept de color blindness, donc être aveugle à la couleur de peau, a aussi su être habilement exploité par la droite radicale. Annonciateur de la victoire de Trump, le mouvement du Tea Party s'est ainsi présenté comme acquis à la colorblindness, donc le fait d'être le daltonisme si vous voulez, la colorblindness, alors même que l'analyse fine de son discours ou de sa sociologie révèle, comme le rappelle Sylvie Laurent dans son ouvrage Pauvre petit blanc, que la question raciale reste en réalité centrale, pour ne pas dire, je rajouterais structurante. La colorblindness, nous dit Sylvie Laurent du coup, pourrait être l'équivalent d'un discours républicain universaliste, devient le masque d'une structure de domination. C'est une façon de refuser d'admettre les revendications des minorités. C'est pas vrai. La posture politiquement efficace a été adaptée par le président brésilien Jair Bolsonaro, qui avait, par exemple, déclaré « Lorsqu'un homme noir s'est fait frapper à mort par des agents de sécurité à la sortie d'un supermarché en novembre dernier, donc Bolsonaro avait dit « Comme homme et comme président, je suis daltonien. Tout le monde a la même couleur. » Ce genre de déclaration permet de ne pas parler du racisme structurel, avance Sylvie Laurent. C'est-à-dire, je ne veux pas voir le fait qu'il est noir, et que c'est peut-être particulier, et que ce qui lui est arrivé vient peut-être du fait qu'il est noir. Les images, hein, pareil, je vous ai déjà vanté l'intérêt d'aller regarder le vu de l'année, les images de l'agression de ce mec qui est mort devant un supermarché, agressé par 2 flics blancs évidemment, les images on les voit à la fin évidemment vu que c'était en novembre, on les voit à la fin du vu de l'année. Le fameux je vois. Alors Mémé est venu sur mes genoux, du coup elle se frotte contre le micro. Voilà le bestiau, vous êtes content? Tu dis pas bonjour? Vous l'avez réclamé, mais à corps et à cri. Donc plus étonnant, le Rassemblement National a aussi su faire son miel des controverses qui traversent les sciences sociales depuis plusieurs années avec l'émergence, relativement récente d'un point de vue institutionnel, d'une recherche attentive à l'importance des rapports sociaux de race. Comme le souligne, alors évidemment ils s'en battent les couilles, tu vois, normalement de la sociologie c'est pas trop leur truc. Mais là, d'un coup, c'est un super cheval de bataille. Comme le souligne l'autrice et militante féministe Mélusine, ce sont des débats qui traversent la gauche depuis près de 15 ans. La crainte de racialiser le débat en parlant de la race, d'encourager les gens à revendiquer leur identité à travers des catégories raciales, vient de la gauche, rappelle-t-elle, évoquant les nombreuses polémiques qui ont eu lieu parmi les chercheurs en sciences sociales depuis 15 ans et la publication notamment de l'ouvrage « De la question sociale à la question raciale » à la découverte en 2006 sous la direction de Didier et Éric Fassin. Pour elle,
la gauche a offert sur un plateau ces éléments de langage à l'extrême droite. C'est-à-dire que oui, par des vieux réflexes de défense, quand sont montées les questions antiracistes à gauche, c'est vrai que tu vois, des trucs qui en plus vont interroger les blancs sur leur propre rapport aussi à ces questions-là, aux questions antiracistes, ça met mal à l'aise. La question du foulard, elle a divisé la gauche depuis 1989, l'affaire de Creil. Donc, fatalement, du coup, il y a eu des réponses à gauche qui ont été des réponses qui se voulaient de gauche, qui ont été de dire arrêtez avec les questions raciales, restons sur la question sociale. Mais ce qui est génial, c'est que maintenant l'extrême droite a récupéré cette rhétorique en disant la question sociale, ah tiens oui c'est vrai, ils s'en intéressent pas d'habitude, mais là pourquoi pas, ça fait un bel argumentaire pour emmerder les antiracistes. Et ça, ils l'ont récupéré avec nos trous de balles de gauche, là, c'est très bien. Bref, Marion Maréchal le reconnaît d'ailleurs dans Atlantico, les mobilisations du printemps contre le racisme structurel ont fracturé la gauche, offrant une belle occasion à sa famille politique. Et elle le dit, elle dit, même la gauche s'est divisée sur le sujet, la gauche républicaine a été obligée de prendre, vous entendez très bien ce que ça veut dire républicain dans ce contexte-là, dit par Marion Maréchal, la gauche républicaine a été obligée de prendre position face à cela pour se distinguer. Des figures historiques de SOS Racisme ont été obligées de dénoncer les enfants monstrueux qu'ils avaient eux-mêmes créés. Monstrueux. Mais nique ta mère, comment elle parle ? Le texte, publié début janvier dans Le Monde diplomatique, titré « Impasse des politiques identitaires », ça aurait été dommage de ne pas le citer ce texte, et signé par l'historien Gérard Noiriel et le sociologue Stéphane Beau, on en a parlé ici, résume la plupart des griefs accumulés par une partie des sciences sociales. Merci Elbobo352, merci Usul pour ton travail, possible d'avoir un chapitre 1 sur la loi du sang, c'est possible, faudrait que je vois, peut-être plus sur celui sur le libre d'obéir, peut-être plus celui sur le management. Merci Queen Lambasse, merci Queen Lambasse. Usul qui craque et qui insulte. Non mais tu vois, non mais c'est elle qui parle mal aussi. Les enfants monstrueux. Non mais tu vois, pour combattre quelqu'un, et ça tu le vois, parce que je suis en train de me farcir je dis me farcir. Je suis en train de me regarder un excellent. Attendez, je vais vous retrouver les références. Et que je vous conseille vraiment. Alors moi je l'ai trouvé qu'en torrent. S'il y en a qui ont les liens, tant mieux. Mais moi je l'ai trouvé qu'en torrent. Alors attendez, je vais vous trouver ça. Comment ça s'appelle c'est ça là, non? Non, ça c'est OLG. Où est-ce que je l'ai rangé? Vous allez voir, hein, je vais quelque part avec ce propos. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Ça s'appelle Jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier, c'est une série de 8 fois 52 minutes sur la Shoah, sur le massacre, sur le génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment ça monte par étapes, comment ça monte doucement dans les discours, etc., etc. Dans les discours d'abord, dans les représentations ensuite, dans le... Et la série est super bien faite pour ceux qui ont regardé jusqu'au dernier, notamment parce qu'il y a beaucoup d'historiens. Alors là où on va retrouver le plus d'historiens spécialistes de ces questions-là, il y a Robert Paxton dedans, il y a Chapoutot dedans, il y a Ingrao aussi dedans, et puis il y a bien sûr des historiens américains, israéliens, allemands, qui viennent raconter comment ça a été possible. Donc oui, 8 fois 52 minutes, mais avec le top aussi de ce que vous allez pouvoir, de ce qu'on sait maintenant, parce que nous on a appris des choses quand on était petit, mais déjà on était petit, donc on a eu une vision simplifiée, on va dire, de cette dynamique là, de comment des sociétés peuvent être amenées à pratiquer le génocide dans le plus grand des calmes. Merci Saptan666, merci Usul pour ton travail, prof islamo-gauchiste, tu illumines mes journées et m'aides à faire l'éducation de mes gosses. Oh c'est gentil. Tu l'as eu où ce torrent, s'il te plaît? Je ne peux pas parler de ça, sinon je vais avoir Adopi sur le dos. Ictorrent. Donc, jusqu'au dernier, revient sur comment on a construit ça doucement, en fait, par acclimatation progressive à un discours de plus en plus animalisant, pour des gens qui, au final, ont été traités comme du bétail et dans des structures qui ressemblaient à des abattoirs, en fait, avec des méthodes inspirées justement des abattoirs de Chicago. Et le truc, c'est que tu ne parviens pas à ce dernier degré de l'inhumanité sans avoir progressivement animalisé l'adversaire, l'avoir sorti un peu de l'humanité, déshumanisé, et avoir fait en sorte, donc là pour les juifs, de les traiter comme des bêtes, des animaux ou des monstres. Et donc quand je vois le vocabulaire des figures SOS racistes, machin, ont été obligés de dénoncer leurs enfants monstrueux, je dis qui parle comme ça, quoi?
qui parle comme ça, parce qu'on sait très bien de qui on parle. Ces nouveaux mouvements antiracistes sont des mouvements qui sont portés par les premières victimes du racisme. Donc c'est-à-dire c'est des mouvements de Noirs et d'Arabes. D'ailleurs, il y a des mots spécifiques. Hein. Si vous avez des antiracistes qui prennent ce parti-là, comme moi ou d'autres, ou bien d'autres, pour défendre ces luttes-là, nous on va être des islamo-gauchistes, des collabos. Voilà, des collabos, puisque les camps dans la tête des gens, les camps c'est nous et eux, et nous c'est les bons français si vous voulez. Et eux c'est les mauvais français, donc les communautaristes dans le meilleur des cas. Donc eux, fatalement, et ben, quand c'est des militants antiracistes de ce camp-là, on ne les appelle plus des islamo-gauchistes ou des traîtres ou des je sais pas quoi. Ce sont pas des traîtres, alors même qu'ils sont français, tu vois, la plupart, quasiment tous, je veux dire, les militants français contre le racisme. Mais si par contre ils sont pas blancs, là ils vont devenir des indigénistes. Il y a toute une typologie comme ça pour montrer qu'ils sont pas comme nous, quoi. Et c'est marrant de voir qu'ils emploient pas du tout le. Moi je me fais pas traiter d'indigéniste. Alors on parle vaguement d'une gauche indigéniste, mais j'ai rarement lu, et j'en lis beaucoup, je lis des monceaux de saloperies sur ma gueule. Je lis très rarement, je parle d'expérience, peut-être je peux me planter, mais j'ai l'impression qu'indigéniste c'est réservé aux Noirs et aux Arabes. Vraiment. Moi ça va être islamo, collabo, je sais pas quoi, mais pas... ou racialiste, ouais, racialiste ou indigéniste, ouais, c'est ça. Ça veut dire quoi indigéniste? Indigéniste ça vient de... ouais, je suis islamo-bolchevique aussi. Indigéniste, ça a été employé beaucoup plus après le mouvement des indigènes de la République. Et le mouvement des indigènes de la République avait le mérite de reformuler beaucoup la question antiraciste, même s'il y a eu quelques soucis. Tu vois, voilà, j'ai pas envie de partir sur le débat Ouria Boutelja, machin, parce qu'en effet, il y a des trucs que j'ai pas tout à fait envie de défendre. Mais ça a été important dans le renouveau de la rhétorique antiraciste. Et ça vient derrière du code de l'indigénat dont on a parlé aussi un petit peu plus tôt, c'est-à-dire le fait que dans les colonies notamment en Algérie, en effet, il y avait le statut d'indigène, quoi. Il y avait le statut de citoyen et le statut d'indigène qui n'offrait le droit à pas grand-chose. Et que pour certains, donc le truc des indigènes de la République, c'était de se dire, ben on est peut-être dans l'Hexagone maintenant, sauf qu'on est toujours dans des territoires enclavés et on est toujours traité comme des indigènes. Comme on l'était avant. Donc très bien, on sera les indigènes. Manière de retourner le stigmate. C'est de là que ça vient, indigène de la République, et c'est de là que ça vient les indigénistes maintenant. C'est de dire que... donc maintenant, on finit en fait par les retraités d'indigènes. Ils ont voulu retourner le stigmate, et on a les racistes ont retourné le truc contre eux en disant ouais, c'est devenu les indigénistes. C'est assez fou, hein, la trajectoire des mots. Donc le texte début... Donc voilà, impasse des politiques identitaires. Face aux nouvelles luttes antiracistes, donc la tribune de Beau et Noiriel. Les auteurs, fustigeant la racialisation du discours public, avancent l'idée que ces mobilisations se fourvoient en se refermant dans la défense d'identité, comme la race, définie comme la couleur de peau, et font finalement le jeu de l'extrême droite. Ils affirment que... Donc voilà, ça c'est Beau et Noiriel qui disent que finalement les indigénistes racialistes, en racialisant le débat, font finalement le jeu de l'extrême droite, quoi. En disant que si l'on veut pousser la lutte contre le racisme jusqu'au bout, il faut aussi combattre cet enfermement identitaire, hein, car il empêche ces jeunes révoltés d'apercevoir que leur existence sociale est profondément déterminée par leur appartenance aux classes populaires. Alors ça, évidemment qu'ils le savent, je pense. Hein. L'article, quoi? On n'a plus l'article. Ah oui, merde, pardon, j'ai pas remis l'article. Hop. Donc voilà, jusqu'au dernier, en tout cas, c'était ça que je voulais dire. Hein. Les jusqu'au dernier sont dispo sur YouTube? Non, il y a un compte YouTube sur lequel jusqu'au dernier ont mis toutes leurs interviews de chercheurs. C'est pas pareil. Les épisodes sont pas dispo sur YouTube. Les épisodes, faut aller les chercher ailleurs. Mais ça vaut le coup aussi d'aller regarder les interviews, mais c'est quand même moins bien que d'avoir toute la narration, voilà, les 8 épisodes. C'est bon, j'ai remis l'article là. Is ok? J'ai plus de café. Quelle heure il est? 18h28. D'accord, ok, bon, on va finir cet article, puis on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, parce qu'il est long aussi cet article. Donc l'article de Noiriel est beau. Ah oui, le truc ah bah du coup, ces jeunes, vu qu'ils ont cet enfermement racial, identitaire, ils sont trop cons à cause de ça, ça les aveugle. Ils voient pas qu'en fait les vraies dynamiques sont des dynamiques de classe. Ce qui est un peu méprisant d'une part, il me semble. Surtout quand tu dis ça à des gens qui sont bercés... aussi dans des luttes sociales, etc. quoi.
qui considèrent pas leur lutte comme à côté des luttes sociales et qui, tu leur demandes, et la plupart te diront bah oui, je suis de gauche, il y a aussi des marxistes là-dedans, t'inquiète pas, rassure-toi, tout va bien se passer. Répétant une fois encore que cet antiracisme, pourtant précisément intersectionnel, c'est-à-dire croisant classe, genre et race, entendu comme une construction sociale, c'est vrai que c'est le propre normalement de l'intersectionnalité, c'est de penser en même temps la question de la classe et non pas d'en faire abstraction. Donc c'est d'autant plus ironique qu'on leur reproche ça, quoi. Merci Spunups de continuer à sub des chaînes. Voilà. Après, je lis le chat et je vais essayer de lire quelques arguments parce que j'imagine que là, je vous vois très nombreux, mine de rien, à suivre cette chaîne à l'heure actuelle. Je pense que ce débat n'y est pas pour rien, cette lecture n'y est pas pour rien. Donc peut-être qu'après, il faudra que ça se décante un petit peu, même si finalement, vous n'aurez que mon avis. Mais bon, vous avez peut-être de bonne foi, vous avez peut-être des résistances qu'il s'agirait de vaincre de bonne foi, même si je suis pas forcément le mieux placé. Bon, enfin bon, bref. La classe qui reste pour eux, donc on parle toujours de Stéphane Beau et Gérard Noiriel, la classe qui reste pour eux, quoi qu'on en dise, le facteur déterminant autour duquel s'arriment les autres dimensions de l'identité des personnes. Pour ne pas dire la détermination en dernière instance. Si ce type de réflexion a reçu depuis des années quantité de réponses de la part des chercheurs travaillant précisément sur la racisation des rapports sociaux ou l'intersectionnalité, on peut se référer au numéro de février 1919. Ah, je fatigue. On peut se référer au numéro de février 2019 de la revue Mouvement, qui se présentait déjà comme une réponse aux arguments de Noiriel et Beau. Que les mêmes arguments soient répétés sans fin interroge quant à la réelle diffusion de ces travaux. Leur texte, alors Sarah Mazouz répond, leur texte montre à quel point des gens qui ne connaissent rien à la Critical Race Theory ou aux travaux sur l'intersectionnalité se permettent d'en parler comme si ce n'était pas un champ de recherche sérieux, relève Sarah Mazouz, pointant dans son livre une ignorance délibérée, à la fois dans le champ académique mais aussi dans une partie de la presse qui a multiplié les unes racoleuses et intellectuellement indigentes sur le sujet. Ça c'est vrai, et c'était un des arguments aussi de Norman Ajari, dont j'ai parlé aussi, qui avait fait une réponse sur Mediapart. Norman Ajari, qui est professeur aussi, qui a été proche des indigènes de la République. Et Norman Ajari disait que la race était un des rares sujets où tout le monde pouvait se permettre apparemment de dire n'importe quoi, alors qu'il ne se serait pas permis sur d'autres sujets d'études. Voilà, tout le monde la ramène pas sur, je sais pas, l'étude de la sociologie des mineurs, j'en sais rien, ou des violences conjugales, ou quoique là ça c'est plus chaud. Mais sur la race, les gens font comme s'il n'y avait pas de travaux, quoi, comme si leur petite opinion, de toute façon, faisait qu'ils avaient même pas envie de regarder. C'est pour ça qu'elle parle, Sarah Mazouz parle d'une ignorance délibérée. Et que c'était un mépris, et que c'était en fait dans le continuum aussi de ce complexe de supériorité, allons jusque-là, il n'y a pas de problème, dans le continuum de ce complexe de supériorité blanc, occidental, européen, on va pas regarder vos trucs, là, américains, le truc racialiste, là, ça nous intéresse pas, on va même pas le lire, par contre on va dire que c'est de la merde. Si le FN-RN s'est, de manière très opportuniste, emparé de ces arguments produits à l'intérieur des sciences sociales, il est frappant de constater que la recherche sur l'extrême droite, en sciences politiques et en histoire, n'a elle-même que peu lu les travaux relatifs à la théorie critique de la race. Au fil de mes recherches, je me suis rendu compte que les enquêtes de sociologie et de sciences politiques sur le FNRN ne mobilisaient que très peu, voire pas du tout, les concepts de racialisation ou d'intersectionnalité. Or, ces concepts se sont révélés absolument nécessaires pour comprendre et analyser les propos que je rencontrais sur mon terrain auprès des lecteurs et de militants du FNRN, explique ainsi le doctorant Félicien Faury. Merci Koubi79 pour ton abonnement de niveau 1. Convaincu que la classe surdétermine les rapports sociaux, une tradition à gauche juge par ailleurs gênant de pointer le racisme chez les électeurs frontistes, majoritairement issus des classes populaires, alors que le racisme traverse évidemment toute la société et toutes les classes sociales. Les travaux sur les électeurs frontistes ont souvent tendance à insister sur d'autres aspects comme la crise économique, la gestion de la classe, la crise de l'encadrement. Ces aspects sont bien sûr très importants, mais il y a une sous-estimation théorique et empirique du racisme. Un refus de penser la race, y compris quand on étudie l'électorat du Front National, quoi, en gros, assure ce sociologue. La refus de penser, contrairement à Sylvie Laurent qui fait un bouquin sur le pauvre petit blanc, les angoisses blanches, comment elles sont construites, comment elles sont animées, comment elles sont utilisées par les politiques, comment elles sont manipulées dans le débat public, ces angoisses-là. Une sous-estimation qui n'est pas sans conséquence. Dans les représentations médiatiques, mais aussi dans la littérature scientifique, les électeurs du RN sont souvent présentés comme des dominés,
comme des victimes d'un système de classe, victimes de la mondialisation, de la crise économique. Vous voyez bien que ça colle avec le portrait que faisait Trump de ses électeurs. D'ailleurs, vous avez vu, quand il y a eu l'invasion du Capitole, il y a des plateaux sur lesquels on disait mais oui, mais faut les comprendre, c'est dur pour eux, ils sont victimes de la crise. Les mecs, on a littéralement des fascistes avec des tatouages de nazis qui viennent faire ce qui ressemble à un coup d'État, bon raté certes, mais un coup d'État tout de même. Et on est là, oh oui, mais les pauvres quand même, la Rust Belt. On les comprend quand même, c'est dur l'économie, tout ça. Donc on reprend, là c'est voilà. Et c'est terrible de voir que même dans la littérature scientifique, en fait, dans la littérature scientifique en sciences sociales, parfois on focus un peu plus là-dessus qu'on ne le devrait, parce qu'il y a peut-être d'autres déterminants pour comprendre pourquoi tu votes à l'extrême droite. Comme des victimes d'un système de classe, victimes de la mondialisation, de la crise économique, voilà. Cela, bien sûr, ça part de vérité, mais il faut rappeler qu'il reste dominant sous d'autres rapports, celui des rapports sociaux de race, puisqu'ils appartiennent au groupe majoritairement blanc. Et à ce moment-là, on comprend aussi mieux pourquoi, s'ils ont l'impression que c'est leur dernier privilège, on comprend pourquoi ils y tiennent. C'est logique, tu vois. Cette dimension est aussi à prendre en compte, sans l'opposer à la première, détaille-t-il. Lorsqu'on analyse des propos racistes, c'est toujours important de les rapporter à la position objective de la personne qui les tient. Il y a un discours de victimisation depuis l'extrême droite, et la sociologie ne peut pas juste être la ventriloque de ces discours, il faut les rapporter à une position sociale objective. C'est intéressant, il faudrait que je me demande sur quoi il travaille, enfin comment il travaille et en quoi ça, du coup, ça sort un petit peu. Comment il s'appelle Félicien Faury, donc du coup, il travaille un petit peu différemment sur le... Hop, je vais le copier, je mets son nom de côté. Il travaille un petit peu différemment sur l'électorat RN-FN. L'attrait des discours racistes s'explique par le fait qu'en réaffirmant sa distance vis-à-vis des groupes minoritaires, on réaffirme sa propre appartenance au groupe majoritaire. Voilà, nous sommes l'Amérique ou alors nous sommes la France. On n'est peut-être plus grand-chose, c'est peut-être dur tous les jours, mais au moins on est les vrais Français, les bons Français, les Français blancs. Voilà, c'est parfois le seul moyen de se sentir en position de domination. Un ressort électoral que n'ignore pas l'extrême droite qui, pour ne pas cesser de dissimuler le racisme structurant de sa propre famille politique, n'est pas prête à abandonner cet inépuisable filon. Donc voilà, ça appelle les politiques, les sciences sociales, les journalistes aussi d'ailleurs, à regarder un petit peu autrement ce genre de problème et de regarder même autrement, l'électorat du Front National aussi, quoi, et les discours du Front National. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. Faut arrêter, les prolos sont pas des dominants. T'as entendu ce qu'on vient de dire, Clémès 12? Parce que là, je vais m'énerver, en fait, si vous écrivez juste des bêtises qui ne répondent pas à ce que j'ai dit, mais qui, au contraire, c'est des trucs auxquels on a déjà pensé. Ça sert à rien de venir marteler un argument idiot auquel on a déjà répondu. Évidemment que les prolos sont pas des dominants, mais c'était à la conclusion de l'article, donc vraiment fallait... Si être blanc, t'as l'impression que c'est ton dernier truc qui te distingue dans le groupe des dominants, et qui fait que t'as pas trop l'impression d'être largué, et bah évidemment que tu vas défendre le fait d'être blanc. Merci au SK8O. Ça veut dire qu'il y a du racisme. Moi c'est vrai que j'insiste souvent dans OLG sur le racisme des classes dominantes et le racisme du champ médiatique, politique, etc. Parce que je le trouve structurant. Pour autant, oui, c'est vrai qu'il faut pas se voiler la face. Il y a aussi du racisme chez les classes dominées. Et ça veut pas dire que... Enfin voilà. Je suis arrivé en cours de route, mais très intéressant. Un prolo français, techniquement, domine un prolo chinois. Bon, de toute façon, ils vivent pas dans la même société. Donc dominer, là, dans ce cas-là, ça n'a pas grand sens. Et ben moi je suis noir et ça fait plaisir, on se sent moins seul. De quoi pour la lecture de cet article-là? Les prolos blancs ne sont pas dominants, mais certains ont une volonté de dominer. Dominer ER du coup? Non, en tout cas, il y a un besoin... En gros, c'est un petit peu comme... dans Nicolas Renaï, tu vois, parler dans les gars du coin, une sociologie justement des mecs blancs de la campagne, ces jeunes qui vivent leur jeunesse à la campagne, loin des grands centres urbains, etc. Et ceux qui ratent en plus leurs études sont dépourvus de capital économique, dépourvus de capital culturel, alors ils vont se réfugier dans des capitaux de substitution. Parce que il faut bien être fier, quoi. Il faut bien être fier de quelque chose, il faut bien être fier de soi. Et donc ça va être la virilité. Et ça va être, pourquoi pas, le côté, moi, mon bled. D'être le gars du coin, justement. Ça peut être une fierté. Le capital, comment on appelle ça? Le capital
Merde, je sais plus comment il appelle ça, Renaï. De localité, de... Ah merde. Mais du coup, être blanc, pour lui, c'est aussi un capital à valoriser s'il en a pas d'autres. Le capital d'autochtonie, il appelle ça, je crois. Oui, c'est ça, merci. Candem JV l'avait, mais j'ai trouvé avant. Voilà. Le capital d'autochtonie. Donc il va se... Voilà, l'idée, c'est quand t'es dominé dans les autres champs, eh ben, en effet, tu vas essayer de trouver, toi, dans quels endroits tu peux, toi, être fier de toi, en fait. Te construire une identité dont tu sois fier. Il parle du club de foot, en effet, Xou ou Chou, je sais pas. Il parle beaucoup des clubs de foot. Bon, je vais essayer de vous lire un petit peu. Je roule ma clope un petit peu en silence et je vous lis. Quelles sont les solutions concrètes pour que la colonisation ne nous ronge pas trop, comme tu dis? Bah, déjà un grand débat, quoi, un grand débat, une grande discussion, peut-être une autre manière de l'enseigner, peut-être. Faut qu'on mette ça à l'agenda politique, en fait. Des grandes discussions, des grandes consultations. Il ne s'agit pas de ramper par terre et dire excusez-nous, repentance, machin. Non, faut dire bon, maintenant on en est là. Prenons acte qu'on est dans une société post-coloniale dans laquelle, en effet, l'indigénat, mine de rien, a encore son mot à dire alors qu'il a disparu des textes de loi. Il y a encore des gens qui sont traités comme des citoyens de seconde zone parce qu'ils vivent dans les mauvais quartiers et qu'ils ont la mauvaise couleur de peau, ou alors qu'ils parlent de la mauvaise façon. Vous savez, ça peut être aussi l'accent, quartier, machin. Les discriminations, on a trouvé plein de trucs différents pour déterminer que quelqu'un vient des... Alors maintenant, on dit quelqu'un qui vient des quartiers, quoi. Donc il va falloir qu'on prenne acte du fait qu'on est dans une société comme ça. Alors pour l'instant, par exemple, les néolibéraux nous disent uniquement, Macron nous dit, eh bien moi je suis inclusif parce que s'ils le veulent, plutôt que de tenir les murs dans les banlieues, eh bien ils peuvent devenir chauffeurs Uber. Parce que la République accepte tout le monde. Venez travailler. Voilà, c'est ça son modèle. Lui, il veut qu'on s'en sorte comme ça. Pour moi, ça ne règle pas le problème. Merci, lol pandémique. On dit un wesh, non? On dit pas un wesh, non? Donc il s'agirait d'admettre déjà qu'on est dans cette situation post-coloniale. Merci Damien X. Mais c'est vrai que si tu commences par admettre ça, ça va peut-être supposer des politiques de réparation. Et ça va peut-être supposer des politiques sociales plus justes, en fait. Pour moi, ça va avec l'autre, quoi. Pour moi, l'un va avec l'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut plus laisser les gens crever dans les banlieues. Il va falloir aussi mettre du pognon, donner du travail, de l'emploi, du pognon. Du pognon. Parce que quand même, ça se passe quand même beaucoup mieux quand les gens sont pas en plus... parce que bon, vous voyez bien aussi en quoi, dans une société postcoloniale, regardez qui balaye vos rues, regardez qui nettoie les bureaux, regardez qui a les tafs les plus sous-classés. C'est aussi ça une société postcoloniale. Et ben peut-être que ça passerait aussi par traiter ces travailleurs beaucoup mieux, plus de droits du travail aussi, etc. Repenser même notre organisation du travail. Est-ce que c'est une bonne chose, la sous-traitance enfin, en fait, le chantier, il est immense. Le chantier, il est immense, mais il faut déjà l'ouvrir. Moi, je sais pas par où il faut qu'on aille directement, quel est le chemin le plus court vers l'égalité formelle et réelle. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut déjà poser la question, quoi. Comment expliques-tu que l'intersectionnalité peine encore à rassembler? Alors, moi, merci Keno qui dit voter Usul. Non mais oui, mais tu vois, ouais. Je dis qu'il va falloir du social pour s'en sortir, mais ça veut pas dire qu'il va falloir parler que dans ce langage-là. Il va aussi falloir admettre les inégalités racistes dans la société, quoi. Il va falloir admettre le racisme de cette société. Je pense qu'aussi, par exemple, il faut absolument mettre en chantier une grande réforme de la police. Et de l'IGPN, c'est évident. Mais de la police en général, à quoi ça sert la police? Comment on forme la police? C'est qui la police? Est-ce que c'est une bonne chose que, par exemple, réglons le problème de la violence dans les quartiers, arrêtons d'envoyer la BAC dans les quartiers, etc., quoi. Merci Bumblebee. Il faut pas qu'il y ait en effet toute une frange de la jeunesse qui grandisse en ayant peur de la police. Ça pose un vrai problème. C'est quand même une honte qu'il y ait des parents qui soient obligés de dire à leurs enfants, si tu vois la police, tu regardes par terre, tu dis rien, le gamin a 14 ans, et il y a des familles dans lesquelles on apprend ça aux gamins, des familles qui n'ont pas le bon type de peau, etc. Donc c'est pas normal une société comme ça. Ah oui, et pour l'intersectionnalité, machin. Je pense que bon, l'intersectionnalité, vous avez compris, hein, c'est d'abord des outils théoriques pour comprendre des problèmes. C'est d'ailleurs l'article terminait très bien là-dessus en disant que de l'intersectionnalité, pour mieux comprendre l'électorat du Rassemblement National, c'est aussi une bonne piste. Donc c'est d'abord des outils conceptuels qui ensuite sont arrivés
depuis le champ universitaire vers le champ militant. Et là, on nous a mis de l'intersectionnalité à toutes les sauces. Bon, merci J. Van Boven. Le mot peut être employé à tort et à travers. En tout cas, il a été réapproprié. Il a été réapproprié par une génération de militantes. Joue. Quoi? Merci J. Van Boven. Et il me dit joue. Je sais pas pourquoi. Mais bon, en gros, ce que tu veux dire, j'imagine, c'est est-ce que ce camp des antiracistes de nouvelle génération, on va dire, ceux qui réclament vraiment la justice réelle aujourd'hui, donc ceux qu'on appelle les indigénistes, machin, ceux qui ont mené d'ailleurs depuis 20 ans, si ce n'est plus, le combat contre les violences policières avant que les Blancs s'y intéressent, etc. Ceux-là, quand est-ce qu'ils vont gagner? C'était là une des grandes questions en effet, des manifs BLM, quoi. Qui est allé aux manifs BLM? Que va faire le PS, par exemple, par rapport à ces trucs-là? Ça, c'est une vraie grande question. Et oui, c'est pas que dans les quartiers, oui, Ephraim. Dans les quartiers, c'est extrêmement présent, ce sont des ghettos, mais dès que tu pars dans tes universités ou autres, c'est très 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 présent aussi. Mais bien sûr, le peu de racisés présents en prennent aussi plein leur grade. J'imagine, il y a eu des articles, il y a eu des papiers, on connaît aussi les histoires de racisme en entreprise, etc. Historiquement, ces militants avant, voire même d'abord développés juridiquement. Ah ouais? Ah, il me semblait qu'il y avait... Ouais, mais quand ça traverse l'Atlantique, il me semblait que ça avait traversé l'Atlantique précisément d'abord par les universités. Mais après, c'est pas absurde parce que justement, les cultural studies, c'est justement la vertu des cultural studies, c'est d'aller piocher, d'amener dans le champ universitaire, ça on en avait parlé avec Samuel Hayat dans l'entretien, d'amener dans le champ universitaire des choses qui viennent des milieux de la marge, des milieux militants ou des milieux des luttes minoritaires, etc. Et d'en faire des objets légitimes pour l'université, reformulés éventuellement, quitte à ce que ça reparte dans le champ militant. Je cite souvent Coluche, oula, c'est marrant en France, plus il y a de policiers autour d'eux, plus ils ont peur. Oui. Il y a moyen de RT l'annonce du live de Productif sur Twitter. Il fait des lives de gauchias de grande qualité, il fait son retour de vacances à 21h ce soir. Ah bah je serai plus là moi à 21h. Mais alors maintenant on me demande de RT des trucs, je suis influenceur, c'est ça? Penses-tu qu'un barésisme de gauche soit possible? Quelle fatigue, mais quelle fatigue je te jure. On n'est jamais heureux que dans le bonheur qu'on donne, d'accord? Puis arrêtez de... Voilà, si j'ai pas vu vos questions, peut-être ça se trouve je les ai vues et je les ai notées pas bonnes, hein. Je les ai trouvées pas bonnes, merci Ghetto Yako pour ta question. Ça dépend beaucoup du positionnement politique de la municipalité, ça. Alors, je sais pas de quoi on parle. Sponsor Usul VPN. As-tu lu Raphaël Liogier? Dans La guerre des civilisations n'aura pas lieu, il parle de cette tragédie qu'on est en train de jouer, avec le héros qui dénonce, le traître, la minorité surpuissante, etc. Non, j'ai pas lu ça, ça me dit rien. Enfin, je connais Raphaël Liogier, j'ai déjà utilisé même des bouts de lui, je crois, pour mes chers contemporains, mais je sais pas ce qu'il dit là-dessus. Usul influence la gauche influence la gauche. As-tu lu l'article de Mélusine sur Boutelja sur Mediapart? Non, je l'ai pas lu. C'est une note de blog ou c'est un article Mediapart? Et bientôt les placements de shampoing. Ah oui, bah oui, ça je prendrais bien, ça, les sponsors shampoing. Cette cigarette est-elle un placement de produit? Non, c'est ma clope de fin de live. C'est bon, j'ai chaud en plus. Je suis fatigué. Au final, tous jouent plus ou moins comme aux États-Unis sur ces questions, on est juste en retard. Non, ça c'est pas vrai. Parce qu'il y a une vraie différence entre une société qui fait... Enfin voilà, une société comme les États-Unis où le clivage racial a été jusque dans les textes de loi jusqu'à très très tard. Là où nous, on a formulé la question très différemment en tant qu'empire colonial et puis ensuite société post-coloniale. C'est pas exactement pareil. Merci Ghetto Yako. Donc je pense qu'il n'y a pas de direct... on va pas se manger exactement le même truc, on va réadapter aussi les rhétoriques. À propos d'être placement de shampoing, ok, mais pas Fa par contre. Ah oui, Fa, le déodorant, vu qu'on est anti-Fa. Ouais, j'ai compris. Faut pas confondre une société post-esclavagiste et une société post-coloniale. Oui, même si on a vécu aussi notre moment esclavagiste, y a pas de souci. T'as pas envie de parler de l'enseignement collège-lycée sur la question raciale coloniale, tu zappes les questions là-dessus. Bah c'est parce que je suis pas enseignant, donc je sais pas où ça en est aujourd'hui, maintenant, là, je sais pas comment c'est enseigné. Tu vas avoir Mélenchon en entretien du coup. C'est pas trop dans le sujet, ça. Bah j'espère, moi j'attends, moi je suis dans l'attente, hein, j'attends maintenant.
Le docu d'Alice Diop, La mort de Danton, est super intéressant pour montrer le racisme dans la gauche bourgeoise dans le monde de la culture. Ah oui, 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 je l'ai vu ce documentaire, c'est génial. La mort de Danton. C'est génial sur ce mec qui vient, je sais plus d'où il vient, au nord de Paris, je crois, de Seine-Saint-Denis, qui se retrouve au cours Florent. Et il est noir, hein, c'est évidemment le seul de la promo, je crois. Et vous imaginez la sociologie du cours Florent. C'est-à-dire c'est que des petits blancs, machin, tout ça. Et sur ce qu'on lui fait jouer, alors que lui, il avait eu sa révélation, il a compris qu'il voulait être acteur en voyant Gérard Depardieu jouer Danton, et il rêve de jouer la scène de la mort de Danton. Est-ce que c'est possible pour un noir de jouer Danton? Voilà, et ça va être voilà, ça va être l'acmé aussi du. Je crois qu'à un moment il interprète le. Je sais plus, mais en tout cas très très joli documentaire. Merci Cyril CHP. Voilà. Alors voilà l'article de Mélusine dont je parlais, très intéressant. Ouais, d'accord, c'est un billet de blog, c'est pas un article. Boutelja, ses sœurs et nous par Mélusine. Oh, c'est un vieil article de 2016. Je sais pas si elle le reformulerait tout ça exactement pareil maintenant, mais je le note de côté, peut-être pas pour vous, mais au moins pour moi. Ah, elle a pas fait. Ouais, non, mais c'est toujours elle formule très bien ces trucs aussi. Mélusine, suivez-la évidemment sur Twitter, ça va de soi. Merci The Ginger Rose qui a offert 2 abonnements. Et puis, on va se rapprocher doucement de la fin de ces 2 heures de live. On a parlé de pas mal de trucs aujourd'hui, du coup. On a parlé essentiellement de la gauche divisée et du racisme, racialisme, du RN, etc. Je vous ai conseillé, il me semble aussi, parce qu'on m'avait demandé, je vous ai conseillé aujourd'hui, résumons, hein. Je vous ai conseillé Jusqu'au dernier, série documentaire sur la Shoah, sur comment ce truc-là a été possible. Je vous ai conseillé la décennie 80, alors ça je peux remettre le lien. Jusqu'au dernier, notez le titre et au pire achetez le DVD. Je sais pas s'il y a des VOD quelque part, mais ça a été diffusé sur France Télévisions. Par contre, ça n'est plus disponible sur le site de France Télévisions, donc va falloir le trouver autrement, torrent ou un truc comme ça. La décennie 80, on a parlé de ça, donc Lordon, Halimi, QC qui reviennent sur la décennie des années 80. La mort de Danton, je le conseille aussi, voilà, très, très bon documentaire. Et ça serait peut-être une idée, oui aussi, d'avoir Mélusine sur mon Twitch, ça serait sympa aussi, ouais. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai conseillé d'autre aujourd'hui? Je ne sais plus, mais c'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà pas mal. Et on se retrouve peut-être. Ah, c'est sur la VOD du CNC, me dit Dwerawan. Mais vraiment, regardez Jusqu'au dernier. Regardez-le. C'est d'autant plus intéressant que le documentaire est de 2015 et que du coup, il est vraiment au point sur où on en est dans l'historiographie de ces années-là. C'est des historiens beaucoup qui parlent et des spécialistes. Donc, vous avez peut-être découvert Johan Chapoutot dans mon épisode de lundi d'Ouvrez les guillemets d'hier, du coup. Il est aussi dans cette série documentaire. J'ai entendu Lordon, donc ça c'était pour la décennie 80, et j'ai conseillé du coup le documentaire La mort de Danton, d'Alice Diop. Alors ça je sais pas où on peut le trouver. As-tu suivi le débat Palombarini-Mélusine sur Twitter? Oui. Voilà pour les refs de ce soir, j'espère que vous avez pris des notes. Parce qu'il y aura un terreau dans pas longtemps. En tout cas, bientôt on va lire le chapitre 1 de ce bouquin. Maurice Midena, entrée rêveur, sortez manager, formation et formatage en école de commerce. Non seulement on va lire le chapitre 1 ensemble sur le live, mais en plus de ça, eh bien, on aura Maurice Midena, l'auteur, en entretien lundi soir, lundi prochain à 20h. Vous pouvez aussi le noter. Et puis c'est tout. Hein, je pense qu'on a fait le tour. Merci Samdek09. La question c'est, je vous envoie chez qui? Alors il y a Monté qui joue à Europa Universalis. Y a personne qui est en mode just chatting là, ou ça just chat, ou ça papote. Ah bah il y a de la lecture, bah il y a Pandov, tiens. Je vais vous envoyer chez Pandov, il fait lecture de sciences sociales. Parce que non mais Maudit elle est sur un jeu vidéo là, mais moi si vous êtes venu là pour de la politique et des sciences sociales et que ça vous intéresse, donc marquez, voilà, là pour l'instant son live s'appelle Politique, point d'interrogation, foutu pour foutu, lecture de sciences social. J'espère qu'il est en cours. Oui, il est en cours. Très bien, bon, je vous envoie là-dessus. Allez hop. Et donc Pandov, c'est le compte Twitter, hein, Pandov Strocknitz, il est sociologue. Et en général un regard très avisé sur l'actualité. Voilà. Et évidemment, vous êtes poli, et vous êtes gentil, et vous n'êtes pas casse-couille. Hein, on le connaît.
Merci en tout cas d'avoir suivi ce live. Nous, on se retrouve... quand est-ce qu'on se retrouve, nous? Demain j'ai écriture. Après-demain, j'ai écrit... Ah bah peut-être, oui, j'ai dit peut-être ce soir, cette nuit, vers 23h, pour éventuellement, si je suis pas trop fatigué, si je suis encore chaud, parce que je dois aussi bosser ce soir, j'ai un rendez-vous à 20h, pour éventuellement continuer à parler du communisme et de l'histoire du Parti communiste, vu que c'était les 100 ans du congrès de Tours. On va revenir là-dessus à travers la série d'articles consacrés à cet événement par Mediapart. Voilà, Mediapart, abonnez-vous, évidemment. En attendant, bonne soirée à vous et soyez cool, soyez de gauche. Allez, zou. Je coupe le stream.